« Aidez-moi, s'il vous plaît, sauvez ma mère », le garçon supplia lorsqu'il appela le 911. Lorsque la police arriva, ils furent terrifiés par ce qu'ils trouvèrent dans les mains du garçon. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le ciel d'Albany s'assombrit soudainement cet après-midi d'octobre, transformant ce qui aurait été une journée ordinaire en un cauchemar sans fin pour le petit Michael Angel Smith, âgé de 11 ans. Les lourds nuages déversèrent une pluie torrentielle sur la ville historique, obligeant le directeur de l'école primaire à libérer les élèves plus tôt. Le garçon, qui avait toujours été connu pour son dévouement à ses études et le doux sourire qu'il arborait, serrait son sac à dos trempé contre sa poitrine alors qu'il courait à travers les rues pavées du centre historique, impatient de rentrer chez lui et de raconter à sa mère la note maximale qu'il avait obtenue à son test de mathématiques. Dans le manoir bleu de Maple Grove Lane, Grace Smith attendait son fils unique avec une tasse fumante de chocolat chaud et des tamales fraîchement préparés. C'était une tradition entre mère et fils depuis que Michael avait commencé à fréquenter l'école il y a 5 ans. Le garçon se souvenait encore de la douce odeur qui envahissait ses narines chaque après-midi, mêlée à l'arôme des fleurs du jardin que sa mère entretenait avec tant d'amour. Cependant, ce jour-là, quelque chose était différent. La grille de fer pendait violemment sous le vent fort qui soufflait et les fleurs du jardin étaient détruites par la pluie implacable. Michael traversa le petit jardin trempé, ses sandales s'enfonçant dans la boue qui s'était formée entre les plates-bandes. Le cœur du garçon commença à battre plus vite lorsqu'il remarqua que la porte d'entrée était également ouverte, permettant à l'eau de pluie de former une flaque sur le tapis d'entrée qu'elle chérissait tant. Grace n'aurait jamais laissé cela se produire. Elle était méticuleuse quant à la propreté et à l'organisation de la maison, surtout après que son mari Edward ait commencé à se consacrer entièrement à l'administration de l'entreprise de céramique qu'il avait construite avec elle. Avec des pas hésitants et tremblant de froid, le garçon entra dans le salon, appelant doucement sa mère. Le silence qui l'accueillit ne fut brisé que par le bruit des tonnerres qui résonnaient encore dehors. Les lumières étaient toutes éteintes, mais même dans l'obscurité, Michael pouvait distinguer la silhouette de sa mère sur le canapé. Elle semblait dormir, mais quelque chose dans la façon dont son corps était positionné fit frissonner le garçon d'effroi. « Maman » appela-t-il à nouveau, sa voix tremblante autant que ses mains mouillées. En s'approchant du canapé, Michael commença à remarquer des détails qui firent tourner son estomac. Le bras de sa mère pendait sans vie du canapé, ses doigts touchant doucement le sol carrelé et froid. Son visage, toujours si plein de vie et de couleur, était pâle et ses lèvres avaient une teinte violacée que le garçon n'avait jamais vue auparavant. Sur la table basse, un verre d'eau à moitié vide et quelques papiers éparpillés complétaient la scène troublante qui se déroulait devant les yeux effrayés de l'enfant. Michael s'approcha davantage, ses jambes tremblant tellement qu'il pouvait à peine se tenir debout. D'une main glacée, il toucha le visage de sa mère et ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la tempête furieuse dehors. « Maman, s'il te plaît, réveille-toi » murmura-t-il, des larmes commençant à couler sur son visage alors qu'il secouait doucement son épaule. Le corps de Grace resta immobile, sa respiration si faible qu'elle était presque imperceptible dans le silence étrange de la pièce. Le garçon ne pouvait entendre que les battements accélérés de son propre cœur et les sanglots qui commençaient à s'échapper de sa gorge. C'est alors que ses yeux aperçurent quelque chose de brillant sur le sol près de la main inerte de sa mère. Accroupi avec précaution, Michael réalisa que c'était le reflet de l'éclair sur un petit objet qui avait roulé sous le canapé. Ses mains tremblaient alors qu'il tendait la main pour l'atteindre, sentant la panique grandir dans sa poitrine. Lorsque ses doigts touchèrent enfin ce qui semblait être un flacon en verre, le son de la pluie semblait avoir grandi encore plus, assourdissant, comme s'il voulait noyer les pensées confuses qui commençaient à se former dans l'esprit du garçon. Avec la bouteille de médicaments dans ses mains tremblantes, Michael sentit son monde s'effondrer. L'étiquette du médicament était partiellement déchirée, mais certaines lettres imprimées étaient encore visibles, bien qu'elles n'aient aucun sens pour lui. Le garçon se leva d'un pied instable, s'approchant une fois de plus de sa mère qui restait immobile sur le canapé. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage alors qu'il secouait son épaule plus fort, sa voix étouffée suppliant « Maman, s'il te plaît, réveille-toi, j'ai besoin de toi ». La tempête continuait de marteler le manoir, mais Michael remarqua à peine le son assourdissant des tonnerres. Ses pensées étaient entièrement focalisées sur sa mère, Grace, qui avait toujours été si forte, si pleine de vie. Celle qui dansait avec lui dans la cuisine tout en préparant les tamales pour leur collation de l'après-midi, qui chantait de vieilles chansons en arrosant ses fleurs dans le jardin, qui le serrait fort chaque nuit avant de dormir, était maintenant là, complètement inerte, avec une expression qu'il n'avait jamais vue sur son visage.
La panique commença à prendre le contrôle du corps du petit garçon lorsqu'il réalisa que les lèvres de sa mère devenaient de plus en plus violettes. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit laisser tomber la bouteille de médicaments en essayant de lire l'étiquette partiellement détruite. Dans son esprit confus, des questions effrayantes commencèrent à surgir. Pourquoi sa mère prenait-elle des médicaments? Était-elle malade et ne lui avait-elle pas dit, ou l'avait-elle fait exprès? La dernière possibilité fit tourner son estomac violemment, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir exploser. Michael courut jusqu'au téléphone fixe posé sur la petite table dans le couloir. Ses mains étaient si moites et tremblantes qu'il lui fallut 3 tentatives pour composer les numéros d'urgence. La bouteille de pilule toujours serrée dans sa main semblait peser une tonne. Lorsqu'il entendit enfin la voix de l'opératrice au bout du fil, les mots sortirent entre des sanglots désespérés. « Aidez-moi, aidez-moi ma maman ». L'opératrice tenta de rester calme tout en posant des questions au garçon, mais Michael pouvait à peine répondre de manière cohérente. Les mots sortaient brisés par des sanglots de plus en plus forts. « Ma mère ne se réveille pas, elle a des pilules, elle est tellement froide, venez vite ». L'adresse fut fournie avec difficulté alors que le garçon alternait son regard entre la bouteille dans ses mains et le corps immobile de sa mère sur le canapé. Suivant les instructions de l'opératrice, Michael retourna auprès de sa mère, vérifiant sa respiration comme on lui avait dit. Le moindre mouvement de sa poitrine était la seule indication qu'il y avait encore de la vie en elle. Le garçon tenait le téléphone si fermement que ses doigts devenaient blancs, tandis que son autre main refusait de lâcher la bouteille de pilule, comme si cet objet pouvait en quelque sorte expliquer ce qui se passait. Les minutes qui suivirent semblèrent une éternité. La pluie continuait de tomber sans relâche dehors, et Michael resta assis sur le sol à côté du canapé, tenant la main glacée de sa mère et murmurant des mots de supplication entre les larmes. La bouteille de pilule reposait sur ses genoux, un rappel constant du cauchemar qu'il vivait. De temps en temps, il regardait anxieusement vers la porte, attendant l'aide qu'il avait demandée, priant toutes les prières que sa mère lui avait enseignées. Les sirènes commencèrent à percer l'air pluvieux d'Albany, devenant de plus en plus fortes à mesure qu'elles approchaient. Michael resta paralysé à côté du canapé, ses yeux rouges et gonflés fixés sur le visage pâle de sa mère. La bouteille de pilule était toujours fermement serrée dans sa petite main tremblante, comme si c'était la dernière connexion avec la réalité qu'il vivait à ce terrible moment. Des lumières rouges et bleues commencèrent à danser sur les murs du salon à travers les fenêtres, illuminant la scène par des éclairs dramatiques qui rendaient le visage de Grace encore plus pâle. Le bruit des portières de voitures claquant et les voix autoritaires donnant des instructions se mêlaient au son de la pluie implacable. Michael entendit des pas lourds et précipités traversant la cour boueuse, mais il ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas lâcher la main glacée de sa mère. La porte du salon, déjà entr'ouverte, fut poussée violemment et 3 officiers de police se précipitèrent à l'intérieur, leurs bottes mouillées laissant des marques sur le tapis que Grace avait enchéri. Le premier officier, un homme grand nommé Smith, s'arrêta brusquement à la vue d'un garçon trempé assis sur le sol à côté d'une femme inconsciente sur le canapé, serrant une bouteille de pilule comme si sa vie en dépendait. « Appelez les ambulanciers immédiatement » cria-t-il à ses collègues. En s'approchant prudemment, les ambulanciers entrèrent peu de temps après, portant leurs sacs et équipements. La maison était maintenant remplie de mouvements et de voix urgentes, mais pour Michael, tout semblait se passer au ralenti. Il regardait comme dans un mauvais rêve tandis que les professionnels de la santé commençaient à examiner sa mère, parlant des mots qu'il ne comprenait pas, utilisant des termes médicaux qui lui semblaient effrayants. L'officier Smith s'agenouilla près de Michael, essayant doucement de lui faire lâcher la bouteille de pilule. « Fils, nous devons voir cela pour aider ta mère », dit-il doucement, mais Michael serra la bouteille plus fort contre sa poitrine, secouant la tête. Dans son esprit confus, cet objet était un indice important, quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi sa mère était ainsi, pourquoi elle ne se réveillait pas, pourquoi ses lèvres étaient violettes. Les ambulanciers travaillaient frénétiquement, connectant des moniteurs, vérifiant les signes vitaux, préparant une civière. L'un d'eux mentionna quelque chose à propos d'une surdose et d'un hôpital immédiat, des mots qui firent s'affaisser encore plus le cœur de Michael. Un autre officier commença à prendre des photos de la scène, la lumière de son appareil illuminant la pièce à intervalles réguliers, rendant tout encore plus surréaliste. Michael observait tout avec de grands yeux, serrant toujours la bouteille fermement tandis que des larmes silencieuses continuaient de couler sur son visage. Lorsqu'ils réussirent enfin à convaincre Michael de lâcher la bouteille, l'officier Smith l'examina attentivement, son expression devenant sérieuse en lisant l'étiquette partiellement détruite. Il échangea des regards significatifs avec ses collègues avant de placer la bouteille dans un sac en plastique transparent. Le garçon observait chaque mouvement,
son cœur battant de manière incontrôlable alors qu'il voyait sa mère être soigneusement transférée sur la civière. C'est à ce moment-là qu'il entendit l'un des officiers parler au téléphone. Tentative de suicide possible ou empoisonnement accidentel. Oui, l'enfant a été trouvé avec la bouteille dans ses mains. Nous ne savons pas si c'est lui qui a donné le médicament à la mère. Oui, il y a un enfant impliqué. Nous avons besoin des services sociaux immédiatement pour évaluer la situation. Le père est en route. Ces mots frappèrent Michael comme un coup de poing dans le ventre. Suicide? Sa mère avait essayé? Non, cela ne pouvait pas être vrai. Elle ne ferait jamais cela, ne l'abandonnerait jamais comme ça, et lui, il ne ferait jamais de mal à sa mère, même accidentellement. Je n'ai rien fait à ma mère, murmura-t-il pour lui-même, les larmes coulant sans fin. Je l'ai trouvée comme ça, je ne lui ferai jamais de mal, elle est tout ce que j'ai. Le bruit tonitruant d'une voiture de luxe freinant brusquement à l'entrée du manoir perça l'air. C'était son père, Edward, arrivant. Les pas rapides et précipités résonnant à travers le jardin bien entretenu firent trembler Michael encore plus, et pour la première fois depuis le début de toute cette situation, une nouvelle forme de peur, profonde et inexplicable, commença à grandir dans sa poitrine. Les portes d'urgence de l'hôpital central d'Albany s'ouvrirent en grand tandis que l'équipe médicale se précipitait à l'intérieur, poussant la civière où Grace était allongée. Le luxueux hall de l'hôpital privé, habituellement calme à cette heure de la nuit, se transforma en une scène de chaos contrôlé. Edward Smith entra, ses chaussures italiennes trempées laissant des marques sur le sol en marbre, tandis qu'il tenait la main de Michael avec une force inutile. Le garçon tremblait encore, non seulement à cause de ses vêtements mouillés, mais aussi de la peur grandissante dans sa poitrine. L'équipe médicale travaillait frénétiquement autour de Grace tandis que le docteur Matthews, chef du service des urgences, criait des ordres précis. Le moniteur cardiaque émettait des bips irréguliers et alarmants résonnant à travers la salle de traumatologie. Edward relâcha la main de son fils et courut vers l'équipe médicale, son visage contorsionné dans une expression oscillant entre l'inquiétude et autre chose, quelque chose que Michael ne pouvait identifier. « Docteur, s'il vous plaît, sauvez ma femme, elle est tout pour notre famille », s'exclama-t-il, sa voix chargée d'une émotion qui n'atteignait pas ses yeux. Michael observa tout depuis un coin de la pièce, serrant son propre corps trempé tandis qu'une infirmière essayait de le convaincre de changer de vêtements. Le garçon ne pouvait détacher son regard de sa mère, qui semblait encore plus pâle sous les lumières fluorescentes de l'hôpital. Les médecins parlaient de lavage gastrique et d'antidote, des mots qui firent tourner son estomac de culpabilité et de peur. L'une des infirmières commenta les pupilles dilatées de Grace et le docteur Matthews ordonna immédiatement plus de médicaments. Edward alternait entre passer ses mains dans ses cheveux parfaitement coiffés et vérifier les messages sur son téléphone portable dernier cri, jetant des regards furtifs à son fils lorsqu'il pensait que personne ne regardait. Sa performance en tant que mari dévasté convainquait l'équipe médicale, mais il y avait des moments où son masque glissait, révélant une froideur calculée dans ses yeux sombres. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» répétait-il à haute voix, mais sa question semblait plus une accusation qu'une véritable expression d'inquiétude. Le docteur Matthews continua de coordonner l'équipe efficacement, ses ordres précis étant rapidement exécutés par les infirmières et les résidents. Les moniteurs continuaient de biper, marquant chaque battement du cœur de Grace comme un compte à rebours agonisant. Michael voulait crier, voulait courir vers sa mère, mais ses jambes semblaient faites de plomb. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était regarder, sentant des larmes chaudes couler sur son visage froid tandis que les médecins luttaient pour stabiliser les signes vitaux de sa mère, de plus en plus faibles. La salle de traumatologie était maintenant remplie d'équipements sophistiqués, de tubes et de moniteurs, transformant Grace en une figure presque méconnaissable au milieu de tout ce matériel médical. Edward continua sa performance, alternant entre des moments de désespoir apparent et des vérifications discrètes sur son téléphone. À un moment donné, Michael le vit esquisser ce qui ressemblait à un sourire, rapidement dissimulé lorsqu'une infirmière s'approcha pour mettre à jour la situation. Le temps semblait traîner alors que l'équipe médicale travaillait sans relâche. Michael resta dans son coin, refusant de partir même lorsqu'un travailleur social essaya de l'emmener dans une salle plus adaptée aux enfants. Ses yeux étaient fixés sur les mouvements des médecins, chaque expression d'inquiétude, chaque nouvelle médication administrée. Le son des moniteurs cardiaques se mêlait aux voix tendues de l'équipe médicale, créant une symphonie effrayante qui résonnait dans les couloirs de l'hôpital. Les minutes se transformèrent en heures et la lutte pour la vie de Grace continua. Parfois, Edward s'approchait de son fils, posant une main lourde sur son épaule dans un geste qui aurait dû être réconfortant, mais qui ne faisait que faire rétrécir Michael davantage. « Tout ira bien, mon fils », disait-il, mais ses mots sonnaient creux,
comme s'il lisait d'un script mal écrit. Le garçon remarqua que son père semblait plus préoccupé par les appels qu'il passait que par l'état de sa mère. La tension dans la pièce atteignit son apogée lorsque les moniteurs commencèrent à émettre des alarmes plus aiguës. Le docteur Matthews appela pour plus de médicaments et l'équipe se déplaça avec encore plus d'urgence. Edward saisit le moment de chaos pour passer un autre appel, s'éloignant dans un coin de la pièce. Michael, toujours tremblant dans ses vêtements mouillés, observait la scène avec de grands yeux effrayés, sentant que quelque chose de très mal se passait, quelque chose au-delà de l'état critique de sa mère. Dans une salle d'attente privée de l'hôpital central d'Albany, décorée avec des meubles en cuir et des œuvres d'art originales, Michael s'assit sur l'un des luxueux canapés, ses vêtements encore humides de la pluie. Le garçon regardait fixement ses propres mains, revivant chaque fois qu'il avait aidé sa mère avec ses médicaments. Un souvenir spécifique le tourmentait. La semaine précédente, Grace lui avait demandé d'aller chercher son médicament contre le mal de tête dans le placard de la salle de bain principale. Avait-il accidentellement pris la mauvaise bouteille ce jour-là? Edward observait son fils depuis un fauteuil proche, ses yeux calculateurs étudiant chaque expression de culpabilité qui traversait le visage de l'enfant. L'homme d'affaires gardait son attitude de père concerné, mais derrière son masque de détresse, son esprit travaillait rapidement, réalisant comment il pourrait utiliser la peur et la confusion de son propre fils à son avantage. « Michael, mon fils, tu dois me dire exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, » dit-il, sa voix mélodieuse et inquiète alors qu'il s'approchait du garçon. Les larmes commencèrent à couler à nouveau sur le visage de Michael alors qu'il luttait avec ses souvenirs et ses peurs. « Papa, j'ai toujours aidé maman avec ses médicaments. Elle me faisait confiance pour ça, » commença-t-il, sa voix tremblante. La confession venait entre des sanglots. La semaine dernière, quand elle a demandé le médicament contre le mal de tête, ai-je pris la mauvaise bouteille? Est-ce de ma faute? Edward s'approcha, plaçant un bras autour des épaules de son fils, son visage un masque parfait de compréhension paternelle. Le son lointain des chariots de lit se déplaçant et des voix des médecins résonnaient dans les couloirs luxueux de l'hôpital, créant une bande sonore sombre pour le moment. Michael continua sa confession torturée. Parfois, les bouteilles se ressemblent, papa, et j'ai toujours voulu aider maman. Et si j'avais confondu quelque chose? Et si j'avais accidentellement donné le mauvais médicament? Edward serra légèrement l'épaule de son fils, son silence calculé ne faisant qu'accroître l'angoisse du garçon. Une infirmière passa devant la salle, lançant un regard compréhensif au père et au fils, sans se douter du drame qui se déroulait réellement. Edward saisit le moment pour tirer Michael plus près, murmurant des mots qui semblaient réconfortants mais qui en réalité plantaient davantage de graines de doute dans l'esprit tourmenté du garçon. « Mon fils, tu dois me dire tout, chaque détail pourrait être important pour les médecins afin d'aider ta mère. Es-tu sûr de n'avoir mélangé aucun médicament ces derniers jours ?» Le poids de la culpabilité imaginée grandit dans la poitrine de Michael comme une avalanche. Ses petites mains tremblaient alors qu'il essayait de se souvenir de chaque fois qu'il avait aidé sa mère avec ses médicaments. « Papa, il y a tellement de pilules dans le placard, certaines se ressemblent tellement. Et si j'ai fait quelque chose de mal? Maman disait toujours que j'étais son assistant spécial, qu'elle me faisait confiance. » La voix du garçon faillit céder, brisée par la possibilité de trahir cette confiance. Edward se leva, marchant vers la fenêtre offrant une vue privilégiée sur la ville. Son reflet dans le verre montrait un sourire presque imperceptible rapidement remplacé par un air préoccupé. En se retournant vers son fils, « Michael, tu dois me dire exactement quel médicament tu as pris pour ta mère récemment. Les médecins doivent tout savoir pour pouvoir l'aider, » insista-t-il, sa voix modulée pour sembler à la fois inquiète et accusatrice. Les lumières douces de la salle privée jetaient des ombres dramatiques sur le père et le fils, créant une scène qui semblait tirée d'un tableau baroque. Le garçon rongé par la culpabilité et le père apparemment consolant mais secrètement manipulateur, Michael continuait de rejouer mentalement chaque moment où il avait aidé sa mère, étant de plus en plus convaincu qu'il avait pu commettre une terrible erreur. « Papa, et si c'était de ma faute? Et si j'avais blessé maman accidentellement ?» Les portes du corridor de l'hôpital résonnaient avec les bruits de pas précipités et de conversations à voix basse, tandis qu'à l'intérieur de la salle privée, Edward poursuivait son travail méticuleux de semer les doutes chez son fils. Chaque question apparemment innocente, chaque expression d'inquiétude soigneusement calculée servait à renforcer la croyance de Michael en sa propre culpabilité. Le garçon était tellement distrait par son tourment qu'il ne remarqua pas l'éclat satisfait dans les yeux de son père lorsqu'il murmura « Ne t'inquiète pas, mon fils, je m'occuperai de tout. » La tension dans la pièce était palpable lorsqu'un coup frappa, annonçant l'arrivée du docteur Matthews.
Edward assume rapidement son rôle de père préoccupé, mais pas avant de jeter un dernier regard calculateur à son fils rongé par la culpabilité. Michael, toujours tremblant et maintenant convaincu de sa responsabilité dans l'état de sa mère, pouvait à peine lever les yeux pour croiser le regard du médecin. Le poids de sa culpabilité perçue l'écrasait exactement comme son père l'avait planifié. Le docteur Matthews entra dans la salle privée, son visage sévère contrastant avec le décor élégant. La lumière douce des lustres en cristal jetait des ombres dramatiques sur ses traits alors qu'il se positionnait devant Edward et Michael. Le médecin tenait une tablette en acier inoxydable dans ses mains et le son du métal raclant contre ses anneaux résonnait dans le silence tendu de la pièce, accentuant l'anxiété dans l'air. Edward se leva immédiatement, se plaçant stratégiquement entre le médecin et son fils comme pour protéger Michael, mais en réalité s'assurant qu'il contrôlait le flux d'informations. L'homme d'affaires maintenait son expression de préoccupation parfaitement répétée tandis que ses mains lissaient nerveusement son costume italien maintenant légèrement froissé. Après des heures d'attente, Michael restait voûté sur le canapé, ses yeux rouges et gonflés fixés sur le médecin, redoutant les mots à venir. Le silence précédant l'annonce du docteur Matthews sembla interminable. Le médecin jeta un bref coup d'œil à ses notes avant de commencer. Madame Grace est stable mais est tombée dans le coma. Ces mots tombèrent comme des pierres dans la salle luxueuse, ricochetant contre les murs en panneaux de bois. Edward poussa un son qui pouvait être interprété comme un sanglot de douleur, mais ses yeux restaient secs et calculés. Michael eut l'impression que tout l'air avait été arraché de ses poumons. Les moniteurs du corridor continuaient leur concert lointain de bip et d'alarme, créant une bande sonore sinistre pour le moment. Le docteur Matthews poursuivit son explication en utilisant des termes médicaux complexes qui s'estompaient dans l'esprit confus de Michael. Nous avons stabilisé ses signes vitaux, mais nous ne pouvons pas encore déterminer quand elle se réveillera. Le coma est la réponse protectrice du corps, une façon de récupérer du traumatisme. Edward hocha gravement la tête, sa main reposant sur l'épaule de son fils avec une pression qui semblait plus une menace voilée qu'un geste réconfortant. La culpabilité consumait Michael de l'intérieur alors qu'il traitait les mots du médecin. Chaque terme technique, chaque explication sur l'état de sa mère semblait confirmer ses peurs les plus profondes d'être responsable de cette tragédie. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage alors qu'il se souvenait de toutes les fois où il avait aidé sa mère avec ses médicaments, chaque moment maintenant teinté de doute et de peur. Edward observait les réactions de son fils avec un intérêt voilé, son esprit tissant déjà les prochaines étapes qu'il prendrait avec cette situation. Le docteur Matthews continua de détailler l'état de Grace, expliquant les tests qui devaient encore être effectués et les spécialistes qui seraient consultés. La lumière du corridor filtrait à travers la porte à moitié ouverte, créant un faisceau doré qui traversait la pièce comme une lame, illuminant les particules de poussière dans l'air lourd. Michael pouvait à peine respirer, chaque mot du médecin étant une confirmation supplémentaire de sa culpabilité imaginée. Edward, en revanche, posait des questions soigneusement calculées, chacune servant à renforcer les soupçons sur l'implication innocente de son fils. L'environnement luxueux de l'hôpital privé, avec ses meubles coûteux et ses œuvres d'art exclusives, semblait se moquer de la tragédie qui se déroulait. Le docteur Matthews expliqua que Grace serait transférée à l'unité de soins intensifs où elle recevrait des soins spécialisés 24 heures sur 24. Edward s'enquit des heures de visite et d'autres formalités, sa voix maintenant un tremblement étudié que tout observateur attentif percevrait comme faux. Les ombres sur le visage de Michael s'approfondirent à chaque minute qui passait, non seulement à cause de la nuit avancée mais aussi du poids croissant de la culpabilité que son père aidait habilement à construire. Le garçon remarqua à peine les échanges de regards entre son père et le médecin. Son monde était maintenant réduit à un tourbillon de si et de ce qui continuait de tourner dans son esprit tourmenté. Edward serra occasionnellement l'épaule de son fils, chaque geste apparemment réconfortant servant à approfondir l'abîme de désespoir dans laquelle Michael tombait. Le docteur Matthews conclut son explication avec des mots qui ressemblaient à une sentence pour Michael, les prochaines 48 heures seront cruciales. Edward remercia le médecin avec la dignité étudiée d'un homme dévasté tandis que Michael restait paralysé, perdu dans son propre cauchemar de culpabilité et de peur. Lorsque le médecin quitta la pièce, le silence qui resta était assourdissant, brisé seulement par le bruit lointain des équipements de l'hôpital et les pensées tourmentées d'un garçon qui portait désormais un fardeau beaucoup plus lourd que ce qu'un enfant devrait supporter. Edward Smith parcourait les couloirs étincelants de l'hôpital central d'Albany comme un maestro sur le point de diriger sa symphonie la plus importante. Son costume italien impeccable et son parfum coûteux créaient une aura de respectabilité qui faisait naturellement confiance aux gens.
Il s'arrêta au poste des infirmières dans l'unité de soins intensifs où 3 infirmières expérimentées organisaient des dossiers médicaux. Avec un soupir étudié et les yeux légèrement fatigués, il commença sa performance. « Vous savez, je suis très préoccupé par mon fils Michael », commenta-t-il, sa voix modulée pour paraître inquiète mais discrète. Les infirmières arrêtèrent immédiatement ce qu'elles faisaient, attirées par la présence magnétique de l'homme d'affaires à succès. Ces derniers mois, j'ai remarqué un comportement différent. Il passait beaucoup de temps à bricoler avec les médicaments de graisse, toujours en train de les questionner. Édouard passa sa main dans ses cheveux parfaitement entretenus dans un geste qui semblait démontrer de la détresse. L'infirmière aînée, Carmela, s'approcha avec une tasse de café, l'offrant à l'homme d'affaires dans un geste de solidarité. Édouard accepta avec un sourire triste, ses mains tremblant légèrement, un détail soigneusement calculé. La semaine dernière, je l'ai surpris en train de se cacher dans la salle de bain principale, en train de manipuler les bouteilles de médicaments. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il faisait, il est devenu nerveux et agité. À l'époque, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, mais maintenant, sa voix échoua stratégiquement, laissant la phrase en suspens dans l'air. À l'autre bout du couloir, Michael était assis dans l'une des salles d'attente sous la supervision d'un aide-soignant. Le garçon semblait plus petit et plus fragile que jamais, perdu dans ses propres pensées de culpabilité, ignorant qu'il était le personnage principal de l'histoire. Son père tissait méticuleusement. Édouard jeta un regard apparemment préoccupé vers son fils, s'assurant que les infirmières remarquaient son angoisse paternelle. Juste hier, avant que tout cela ne se produise, Édouard continua de baisser encore plus la voix. J'ai trouvé plusieurs recherches étranges sur l'ordinateur de la bibliothèque à la maison, des recherches sur les effets secondaires des médicaments. Je pensais que c'était la curiosité de l'enfant, vous savez, mais maintenant, il a laissé la phrase mourir à nouveau, plantant une autre graine de suspicion dans l'esprit de ses auditeurs attentifs. Les infirmières échangèrent des regards inquiets, exactement comme ils l'avaient prévu. La nouvelle commença à se répandre dans les couloirs de l'hôpital comme un virus. Édouard se déplaçait stratégiquement entre différents services, partageant son inquiétude avec les médecins, les infirmières et d'autres professionnels. À chaque conversation, il ajoutait un nouveau détail, une nouvelle observation sur le comportement étrange de Michael. Sa réputation en tant qu'homme d'affaires respecté et son angoisse apparente donnaient du poids à chaque mot chuchoté. Lors d'une conversation avec le docteur Matthews, Édouard mentionna de manière décontractée que Michael avait des problèmes à l'école. « Il a toujours été un garçon si gentil, si proche de sa mère », commenta-t-il, la voix étranglée. Mais dernièrement, quelque chose a changé. Les enseignants ont fait des commentaires sur des dessins perturbants, des questions étranges sur les médicaments. Si seulement j'avais fait plus attention. Le médecin prit discrètement des notes sur sa tablette pendant qu'Édouard jouait parfaitement son rôle de père tourmenté dans le salon des médecins. L'histoire d'Édouard gagna un autre chapitre lorsqu'il confia à un groupe de résidents le comportement obsessionnel de Michael envers les médicaments de sa mère. Il a toujours voulu aider Grace à prendre ses médicaments, dit-il en passant sa main sur ses yeux comme s'il retenait des larmes. Mais ces dernières semaines, cette fixation a augmenté. J'ai trouvé plusieurs bouteilles de médicaments dans sa chambre. Quand je lui ai demandé, il a dit qu'il jouait au docteur. La journée avançait et la réputation de Michael se transformait subtilement. Les regards de pitié commençaient à se mêler à des expressions de méfiance. Les employés chuchotaient dans les couloirs, jetant des regards furtifs au garçon qui restait ignorant de tout, immergé dans sa propre culpabilité. Édouard observait son œuvre se dérouler avec la précision d'un horloger, chaque pièce s'intégrant parfaitement dans son plan. Édouard finalisa sa première phase de manipulation par une conversation confidentielle avec l'assistante sociale de l'hôpital. « Je suis très inquiet », murmura-t-il, ses mots soigneusement choisis. Michael a montré un intérêt inquiétant pour les médicaments. J'ai trouvé des recherches sur l'ordinateur, des bouteilles cachées, et maintenant ça. Je ne sais plus quoi penser. L'assistante sociale prit rapidement des notes pendant qu'Édouard plantait la dernière et la plus importante graine de doute pour la journée. La manipulation d'Édouard prit de l'ampleur lorsqu'il décida de visiter l'école privée où étudiait Michael. L'homme d'affaires franchit les portes majestueuses de l'institution dans sa voiture importée, se garant précisément en face du bâtiment administratif. Le bâtiment historique avec ses colonnes imposantes et ses jardins parfaitement entretenus serait le cadre parfait pour le prochain acte de son plan méticuleux. À pas mesurés et avec une expression de préoccupation soigneusement composée, il se dirigea vers le bureau du directeur. La bibliothécaire de l'école, Madame Raquel, fut la première à tomber dans le piège d'Édouard. « Oui, Monsieur Smith,
Maintenant que vous le mentionnez, Michael a passé beaucoup de temps dans la section des médicaments ces dernières semaines, confirma-t-elle en ajustant ses lunettes en consultant les registres de près de livres. L'homme d'affaires avait mentionné de manière décontractée son inquiétude concernant l'intérêt soudain de son fils pour les médicaments, et la mémoire de la bibliothécaire semblait se conformer commodément à ce récit. Dans le laboratoire informatique, le technicien en charge fut facilement convaincu de vérifier l'historique de navigation de l'ordinateur que Michael utilisait habituellement. Edward observait par-dessus l'épaule de l'employé, sa présence intimidante et le tintement occasionnel de ses boutons de manchette en or créant une atmosphère de tension. Vous voyez, Monsieur Smith, il y a effectivement des recherches sur les médicaments, montra le technicien, révélant des recherches qu'Edward savait bien avoir plantées lui-même la veille au soir. Le professeur de sciences devint un témoin particulièrement précieux lorsqu'elle se souvint comment Michael avait posé des questions spécifiques sur les réactions chimiques et les effets des drogues pendant ses cours. À l'époque, je n'y ai pas trop pensé, dit-elle, sa mémoire semblant être influencée par les suggestions subtiles d'Edward. Mais maintenant, compte tenu de ce qui s'est passé, l'enseignante laissa la phrase en suspens, exactement comme Edward l'avait espéré, permettant à l'imagination de combler les blancs. Le concierge de l'école, sous la pression de la présence imposante d'Edward et de quelques billets de banque discrètement passés, se souvint avoir vu Michael manipuler des bouteilles de médicaments pendant la récréation. Le garçon était toujours seul, caché derrière le terrain de sport, prétendant raconter une histoire qui n'avait jamais eu lieu mais qui devenait réelle grâce au pouvoir de l'argent et de la manipulation. Dans le salon des enseignants, Edward poursuivit son travail méticuleux, plantant plus de graines de doute. Michael a toujours été un garçon si studieux, commenta l'enseignant de mathématiques, maintenant qu'il montre des signes de perturbation là où auparavant il n'y avait que de la dévotion. Mais ces dernières semaines, ses dessins dans les marges de son cahier étaient différents, dérangeants. Edward hocha gravement la tête, son expression de préoccupation paternelle masquant sa satisfaction de voir son plan se dérouler parfaitement. Le conseiller d'orientation, impressionné par l'angoisse parentale du père, contribua également au récit fabriqué. « J'ai remarqué qu'il est devenu plus isolé ces derniers temps », commenta-t-elle, réinterprétant des comportements normaux sous un nouveau jour sinistre. Il passe beaucoup de temps à la bibliothèque, toujours dans la section des sciences. Si seulement j'avais su. Edward s'empara de chaque mot, chaque observation réinterprétée, les tissant dans sa toile de mensonges. Le chauffeur de l'école fut également rappelé de manière commode des conversations chuchotées qu'il avait prétendument entendues entre Michael et d'autres élèves à propos des médicaments et de leurs effets. Edward écoutait chaque nouveau témoignage avec une expression de préoccupation croissante, bien qu'intérieurement il savourait le succès de sa manipulation. Chaque nouveau souvenir était une autre pièce de son puzzle soigneusement planifié. Le directeur de l'école, impressionné par le volume de preuves qui surgissait, commença à rédiger un rapport détaillé sur le comportement inquiétant de Michael. Edward regarda par-dessus son épaule pendant qu'elle documentait chaque incident fabriqué, chaque observation manipulée. Son plan prenait officiellement forme, maintenant transcrit sur le papier à en-tête de l'école, transformant les mensonges en vérité documentée. La réunion à l'école se termina avec Edward recevant des copies de tous les rapports et témoignages recueillis. En revenant à sa voiture, un sourire presque imperceptible se dessina sur ses lèvres. Dans ses mains, il portait un dossier rempli de preuves soigneusement fabriquées, chaque page une brique dans le mur qu'il construisait autour de son fils. L'étape suivante serait de présenter tout ce matériel à l'assistante sociale de l'hôpital du Central Albany. L'assistante sociale, Marina Ortiz, était assise à son bureau en acajou, analysant la pile de documents qu'Edward avait présentés. La lumière douce filtrant à travers les grandes fenêtres du bureau illuminait chaque page. Elle tourna les pages avec une inquiétude grandissante, rapports scolaires, témoignages d'employés, dossiers de recherche sur Internet, une collection de preuves méticuleusement organisées qui peignait un tableau inquiétant du comportement de Michael Smith. Marina ajusta ses lunettes à monture dorée. Après avoir évalué toute cette documentation et considéré les événements récents, elle déclara « Je ne peux pas ignorer les signes d'alerte ». Edward maintint son expression soigneusement composée de préoccupations paternelles tout en savourant intérieurement chaque mot. Le protocole exige que nous prenions des mesures pour protéger à la fois l'enfant et les autres autour de lui. Initialement, nous envisageons de placer Michael dans un refuge temporaire. Le visage d'Edward se transforma instantanément en un masque d'affliction calculé. Un refuge? Non, s'il vous plaît. Michael souffre déjà assez de tout cela. Il a besoin de sa famille maintenant, il a besoin de stabilité.
ses doigts tambourinaient nerveusement sur l'accoudoir de la chaise italienne, un geste qui semblait démontrer de l'anxiété mais qui, en réalité, marquait le rythme de son plan se déroulant exactement comme prévu. Marina consulta de nouveau ses notes, son visage révélant le conflit interne entre le suivi du protocole standard et la considération d'une alternative. « Je comprends votre inquiétude, Monsieur Smith, mais nous devons nous assurer que Michael est dans un environnement sûr et supervisé. » Edward se pencha en avant, les yeux brillants d'une émotion pouvant être confondus avec des larmes. « J'ai une suggestion, dit-il d'une voix basse et contrôlée. Ma mère, la grand-mère de Michael, a une maison spacieuse dans le quartier le plus sûr d'Albany. C'est une femme forte et expérimentée, et elle a toujours eu une relation étroite avec Michael. » Edward commença à tisser son récit. L'assistante sociale écoutait attentivement tandis qu'il décrivait sa mère comme une figure autoritaire mais aimante, parfaitement capable de superviser et de prendre soin de son petit-fils pendant cette période délicate. Marina prit quelques notes supplémentaires dans son carnet. « Envisagez-vous que votre mère soit prête à assumer cette responsabilité ?» interrogea-t-elle. Edward hocha rapidement la tête en sortant son téléphone de sa poche. « Je l'appelle tout de suite. » « En fait, nous avons déjà discuté de cette possibilité, elle est plus que disposée à aider, » observa l'assistante sociale alors qu'il passait l'appel, transformant sa suggestion en une réelle possibilité. La conversation téléphonique fut brève mais efficace. La grand-mère de Michael, avec sa voix autoritaire, accepta volontiers d'accueillir son petit-fils, promettant de veiller de près sur lui. Edward raccrocha avec un sourire soulagé, bien que ses yeux restent calculateurs. Ma mère peut fournir exactement le type d'environnement structuré et supervisé dont Michael a besoin en ce moment. Marina referma le dossier avec les documents. Votre décision est prise, dit-elle apparemment décidée. Compte tenu des circonstances et de la volonté de votre mère de prendre la garde temporaire, nous pouvons essayer cette alternative. Edward poussa un soupir étudié de soulagement tandis que l'assistante sociale poursuivait. Mais il y aura des visites de suivi régulières et tout signe de comportement inquiétant devra être signalé immédiatement. L'homme d'affaires hocha gravement la tête, assurant sa pleine coopération avec le processus pendant que l'assistante sociale rédigeait les documents nécessaires. Edward s'accorda un moment de satisfaction, son plan fonctionnait parfaitement. Au lieu d'un refuge impersonnel où Michael pourrait éventuellement révéler la vérité, son fils serait sous la supervision stricte de sa mère, une femme qui avait toujours su garder les secrets de famille. Marina finalisa les documents avec sa signature officielle, le bruit du stylo sur le papier résonnant dans le bureau silencieux. « Je vais organiser le transfert immédiat de Michael à la maison de sa grand-mère, » annonça-t-elle, inconsciente de l'éclat de triomphe dans les yeux d'Edward. Dehors, à travers les fenêtres miroirs, de gros nuages commençaient à se former dans le ciel d'Albany, comme si la nature elle-même sentait la tempête qui se préparait dans la vie du jeune Michael. Le manoir de la famille Smith se dressait de manière imposante dans le quartier le plus exclusif d'Albany, ses murs en pierre volcanique et ses grilles en fer forgé émettant une aura de pouvoir et de tradition. La voiture d'Edward entra dans l'allée circulaire où les jardiniers entretenaient des parterres de roses impeccables. Michael observait à travers la fenêtre du véhicule, ayant l'impression d'être conduit dans une forteresse plutôt que dans une maison. Margaret Smith attendait en haut de l'escalier en marbre, sa posture rigide et son expression sévère contrastant avec la beauté architecturale du manoir. Ses cheveux grisonnants étaient impeccablement coiffés et ses bijoux scintillaient au soleil de l'après-midi, mais ses yeux restaient aussi froids que les pierres ornant son cou. Lorsque Michael descendit de la voiture, portant sa petite valise, elle ne fit aucun geste pour l'embrasser ou l'accueillir. « J'espère que tu comprends, Michael, que ce n'est pas une visite de vacances. » déclara Margaret d'une voix tranchante comme de la glace en regardant son petit-fils monter les marches. « Tu es ici parce que tu as causé de sérieux problèmes et maintenant tu dois apprendre la discipline. » Le garçon rétrécit face aux mots durs de sa grand-mère, sentant le poids de la culpabilité peser encore plus lourdement sur ses petites épaules. Edward observait la scène avec une expression neutre, bien qu'une lueur de satisfaction dansait dans ses yeux. La gouvernante, une femme silencieuse nommée Sophia, fut chargée de montrer à Michael sa nouvelle chambre. Contrairement au quartier luxueux qu'il occupait lors des visites précédentes, cette fois, il fut conduit dans une chambre austère au 3e étage du manoir, isolée du reste de la maison. Le mobilier était basique, un lit étroit, une armoire simple, un bureau en bois sans ornement. La fenêtre unique avait des barreaux ornementaux qui, bien que décoratifs, rendaient leur fonction restrictive claire. Le dîner est servi à 19h précises, annonça Margaret en se tenant à l'entrée de la chambre. Les retards ne seront pas tolérés.
Tes leçons se feront à la maison dorénavant. J'ai organisé des tuteurs privés. Je ne veux pas que tu apportes davantage de honte à notre famille. » Ces mots frappèrent Michael comme des coups de fouet et il ne put que hocher la tête silencieusement en déballant sa valise avec des mains tremblantes. Le son des talons de Margaret résonnait dans les couloirs alors qu'elle s'éloignait, laissant Michael seul avec ses pensées tourmentées. Le garçon s'assit sur le lit dur, regardant les murs nus de la chambre. Il n'y avait aucun des posters de films qu'il aimait, aucun des jouets qui lui apportaient autrefois du réconfort, seulement le silence oppressant d'une maison qui ressemblait plus à une prison. Pendant le dîner, servi dans la salle à manger imposante avec sa table en acajou pouvant accueillir 20 personnes, le silence était brisé uniquement par le tintement des couverts en argent. Margaret observait chaque mouvement de Michael avec des yeux perçants, critiquant sa posture, la façon dont il tenait ses ustensiles, comment il mâchait. Les Smiths doivent avoir des manières impeccables, même lorsqu'ils sont punis pour leurs manquements, déclara-t-elle, faisant rétrécir le garçon à chaque mot alors que le crépuscule projetait des ombres allongées à travers les hautes fenêtres du manoir. Michael fut escorté de retour dans sa chambre par Sophia, la gouvernante. Bien qu'apparemment plus gentille que Margaret, elle maintenait une distance professionnelle, suivant clairement des ordres stricts. Avant de fermer la porte, elle l'informa discrètement, « Ta grand-mère a ordonné que tu restes dans ta chambre. La salle de bain est la seule exception autorisée. » Allongé sur le lit étroit, Michael pouvait entendre les sons lointains du manoir, le tic-tac de l'horloge antique dans le couloir, le craquement occasionnel des planchers en bois, le vent sifflant à travers les barreaux de sa fenêtre. Ses pensées se tournèrent vers sa mère, toujours au coma à l'hôpital, et des larmes silencieuses commencèrent à couler sur son visage. Dans l'obscurité de la chambre, la culpabilité et la peur étaient ses seuls compagnons. Michael ignorait que ce n'était que le début de son tourment. Au premier étage, dans la bibliothèque, Margaret et Edward discutaient des prochaines étapes de leur plan, leur voix étouffée par les épais murs en pierre du manoir. Le garçon serrait son oreiller, souhaitant plus que tout pouvoir remonter le temps jusqu'aux jours heureux avec sa mère avant que tout ne s'effondre, avant que lui, dans son esprit troublé, n'ait causé toute cette souffrance. Les premiers rayons du soleil avaient à peine percé les barreaux ornementaux de la fenêtre lorsque Margaret fit irruption dans la chambre de Michael, ses bijoux tintant comme des chaînes. « Lève-toi » ordonna-t-elle immédiatement en tirant les couvertures du lit. Le garçon, qui avait passé une nuit sans sommeil tourmenté par des cauchemars, se redressa avec effroi. « Ta première leçon commence maintenant. Un Smith ne perd pas les heures de la journée à pleurer leurs erreurs, » déclara-t-elle. Le petit déjeuner devint une séance de torture psychologique. Margaret plaça une photo encadrée de graisse devant Michael, la positionnant de manière à ce qu'ils doivent la regarder pendant qu'il mangeait. « Regarde bien ta mère, » dit-elle d'une voix coupante. « Réfléchis à ce que tu as fait. » Le garçon pouvait à peine avaler son café au lait, chaque gorgée interrompue par des sanglots étouffés. Sa grand-mère le regardait avec désapprobation, tapotant sa cuillère en argent contre la tasse en porcelaine importée. À chaque son de pleurs, la première séance de correction, comme l'appelait Margaret, commençait dans la bibliothèque, la pièce qui avait autrefois fasciné Michael avec ses étagères allant du sol au plafond remplies de livres reliés en cuir, ressemblant maintenant à une chambre d'interrogatoire. « Tu vas écrire 100 fois que je dois être responsable avec les médicaments », ordonna Margaret en plaçant un carnet et un stylo devant son petit-fils. Chaque fois que Michael faisait la moindre erreur de calligraphie, elle déchirait la page et le faisait recommencer. L'isolement était la punition favorite de Margaret pour le moindre signe de comportement inapproprié, qui pouvait être n'importe quoi, d'une larme versée à une cuillère mal placée. Michael était renvoyé dans sa chambre. « On ne peut pas faire confiance à un enfant qui nuit à sa propre mère », déclarait-elle en fermant la porte. Les heures s'étiraient sans fin alors que le garçon était laissé seul avec ses pensées tourmentées, la culpabilité grandissant comme une ombre dans son esprit. Pendant les repas, Margaret mettait en place un système de réflexion cruelle. Michael était forcé de raconter à haute voix tout ce qu'il avait fait dans les jours précédant l'incident avec sa mère. Chaque fois qu'il mentionnait avoir aidé Grace avec ses médicaments, sa grand-mère veillait à souligner comment il avait trahi cette confiance. « Tu avais accès à tout, comment pouvons-nous être sûrs que ce n'était pas intentionnel ?» questionnait-elle, plantant plus de graines de doute dans le cœur déjà brisé du garçon. Les leçons avec les tuteurs privés étaient personnellement supervisées par Margaret. Elle exigeait la perfection dans chaque tâche et toute erreur était punie par de longues périodes d'isolement. « Un Smith ne fait pas d'erreur », répétait-elle constamment, surtout après qu'il en ait fait une aussi grave que la sienne. Les tuteurs bien payés, suivant ses instructions, maintenaient une distance froide avec le garçon, le traitant comme s'il était un criminel en réhabilitation.
Sophia, la gouvernante, reçut des ordres explicites de ne montrer aucune compassion envers Michael. Lorsqu'elle le trouvait en train de pleurer caché dans un coin du manoir, elle était obligée de le signaler immédiatement à Margaret. « Les larmes sont pour les faibles », déclarait la grand-mère, traînant son petit-fils à travers les couloirs opulents jusqu'à sa chambre-prison. « Et tu as déjà montré assez de faiblesse en blessant ta mère », ajoutait-elle. Margaret était particulièrement cruelle. Elle installa un système d'interphone dans la chambre de Michael, par lequel elle pouvait le surveiller à tout moment. Si elle l'entendait pleurer ou parler seule, sa voix tranchante résonnerait à travers l'appareil. « Silence, tu n'as pas le droit de pleurer après ce que tu as fait. » Le garçon apprit à étouffer ses sanglots dans son oreiller, craignant la voix qui pourrait surgir des ombres à tout moment. Les jours se transformèrent en une routine implacable de punition et d'humiliation. Michael perdit du poids, ses yeux autrefois brillants étaient maintenant rougis et enflés de façon permanente. Margaret observa sa détérioration avec une satisfaction voilée, convaincue qu'elle corrigeait son petit-fils. « C'est pour ton bien », répétait-elle, verrouillant à nouveau la porte de sa chambre. Un jour, il comprendrait que la discipline est le seul moyen de corriger quelqu'un qui a commis une si grave erreur. Par une nuit particulièrement froide à Albany, Michael restait éveillé dans sa chambre-prison, observant les ombres que les barreaux de la fenêtre projetaient sur le sol. Le silence du manoir fut brisé par le bruit de la voiture de son père arrivant pour une visite nocturne inhabituelle. Le garçon s'approcha silencieusement de la porte, son cœur battant la chamade en entendant des pas monter l'escalier principal. Les voix de son père et de sa grand-mère résonnaient dans le couloir alors qu'elle se dirigeait vers la bibliothèque en bas. Michael savait qu'il ne devrait pas quitter sa chambre, mais quelque chose dans le ton de leur voix le poussa à suivre le son avec des pas prudents, appris après des jours d'essayer de se déplacer sans être remarqué. Il descendit les escaliers, s'approchant de la porte légèrement entr'ouverte de la bibliothèque. Le plan fonctionne parfaitement, la voix d'Edward sembla satisfaite. Les médecins sont convaincus que c'était une overdose accidentelle. L'historique de comportement obsessionnel de Michael avec les médicaments que nous avons plantés nous aide énormément. Michael sentit son cœur s'arrêter un instant. Planté ? Que voulait dire son père par là, et qu'en est-il des médicaments que tu as échangés ? Margaret demanda d'une voix plus basse. Personne ne soupçonne, ria Edward doucement. Impossible, j'ai échangé les bouteilles bien avant que tout soit parfaitement planifié. Le monde de Michael commença à tourner. Son père avait échangé les médicaments, mais n'était-ce pas lui ? La confusion dans son esprit était si grande qu'il pouvait à peine respirer. Pourtant, quelque chose l'empêchait de croire pleinement ce qu'il entendait. Après tout, n'avait-il pas toujours été celui qui prenait les médicaments pour sa mère ? N'était-il pas celui qui aurait pu confondre les bouteilles ? La culpabilité était si profondément enracinée dans son cœur que même la preuve de la vérité ne pouvait pas la déraciner complètement. Et qu'en est-il de l'entreprise ? Margaret demanda. Avec Grace dans le coma, vous avez enfin un contrôle complet, répondit Edward. Cet imbécile n'aurait jamais dû remettre en question mes décisions financières. Maintenant qu'elle est hors de cause et que Michael est considéré comme un enfant troublé, personne ne posera de questions lorsque je prendrai tout en main. Les mots étaient comme des coups de poignard dans le cœur du garçon, mais son esprit confus continuait à s'accrocher à l'idée qu'il était le véritable coupable, agrippé par un mélange de peur et de désespoir. Michael commença à reculer silencieusement. Il devait sortir de là, devait trouver de l'aide. Même s'il n'était pas sûr de qui était le véritable coupable, ses pieds nus faisaient du bruit sur le sol en marbre alors qu'il se dirigeait vers la porte arrière du manoir, son cœur battant si fort dans sa poitrine qu'il craignait que le son ne le trahisse. Arrivé dans la cuisine, Michael aperçut la porte menant au jardin. La liberté semblait à quelques pas seulement. Avec des mains tremblantes, il tourna la poignée, sentant l'air froid de la nuit toucher son visage un bref instant. L'espoir d'évasion fit battre son cœur plus vite. Mais alors, où pensez-vous que vous allez ? La voix tranchante de Margaret glaça son sang. Sa grand-mère se tenait à l'entrée de la cuisine, les yeux étincelants de fureur dans la lumière tamisée. Michael tenta de fuir, mais ses jambes semblaient faites de plomb. Avant qu'il ne puisse atteindre le jardin, il sentit les doigts osseux de sa grand-mère saisir son bras avec une force brutale. Edward et Margaret appelèrent d'une voix résonnante dans le manoir, « Il semble que nous ayons un petit espion essayant de s'échapper. » Michael lutta inutilement contre l'emprise de fer de sa grand-mère, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Le son des pas de son père descendant les escaliers ressemblait à un compte à rebours vers un destin qu'il craignait plus que toute punition qu'il avait jamais reçue. Michael jeta un dernier regard au jardin,
à la liberté qui avait été si proche pour qu'il ne puisse pas la suivre, tandis que l'ombre de son père s'étendait sur lui, grandissant et engloutissant tout espoir restant d'évasion. Le garçon tremblait, non seulement de peur mais aussi de confusion, toujours perdu entre la vérité qu'il venait de découvrir et la culpabilité toujours enracinée dans son cœur. Des heures plus tard, à l'hôpital, la première sensation était l'odeur de l'antiseptique, puis le son rythmé des moniteurs cardiaques. Grace Smith luttait pour émerger des profondeurs de l'inconscience, ses sens revenant progressivement comme des vagues atteignant le rivage. Ses yeux restaient fermés, mais son esprit commençait à se clarifier, apportant avec lui des souvenirs qui la faisaient crier. Des souvenirs du jour où elle avait trouvé des documents compromettants dans le bureau d'Edward, c'était comme regarder un film au ralenti. Elle revivait le moment où elle avait découvert les transferts bancaires suspects, le détournement de fonds de l'entreprise qu'ils avaient bâtie ensemble. Elle se souvenait avoir confronté Edward, de son expression froide lorsqu'elle avait menacé d'exposer tout. Après cela, ses souvenirs devinrent flous, un verre d'eau offert par lui, un goût étrange, des vertiges soudains. Maintenant, allongée dans ce lit d'hôpital, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Des voix s'approchaient de son lit, les infirmières faisant leur ronde nocturne. Grace gardait sa respiration stable, les yeux fermés. La femme de M. Smith n'a montré aucun signe d'amélioration, commenta l'une d'elles en vérifiant les moniteurs. « Il vient tous les jours, toujours si inquiet », répondit une autre infirmière d'un ton plus bas. « Avez-vous entendu? Leur fils pourrait avoir quelque chose à voir avec ça. Ils disent qu'ils ont trouvé le garçon avec la bouteille de pilule. » Le rythme cardiaque de Grace augmenta légèrement, faisant biper le moniteur un peu plus vite. Michael, son petit Michael, impliqué dans ça, les infirmières cessèrent de parler, regardant les moniteurs un instant avant de reprendre leur ronde. Dès qu'elles s'éloignèrent, des larmes silencieuses coulèrent des coins des yeux de Grace. Son fils, son enfant doux et innocent, était utilisé dans le jeu sale d'Edward. Davantage de souvenirs commencèrent à émerger. Edward manipulait les documents de l'entreprise, effectuant des transferts suspects vers des comptes à l'étranger qu'elle avait découverts la semaine précédente, lorsque, par négligence, il avait laissé son ordinateur déverrouillé. Les preuves étaient claires, il détournait des millions, se préparant à fuir et à les abandonner. Lorsqu'elle l'avait confronté, il semblait plus irrité par sa négligence à laisser les preuves exposées que préoccupé par ses menaces. Le son de pas familiers dans le couloir fit figer Grace intérieurement. Edward arrivait pour sa visite quotidienne. Elle resta immobile, sa respiration soigneusement contrôlée alors qu'elle entendait la porte de la chambre s'ouvrir. Le parfum coûteux de son mari envahit l'espace, se mêlant à l'odeur de l'hôpital. « Mon amour », sa voix semblait faussement préoccupée, « ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout, surtout de notre fils. » Le ton qu'Edward utilisait en mentionnant Michael fit courir le sang-froid dans les veines de Grace. Elle pouvait le sentir approcher du lit, ses doigts froids touchant son visage dans une caresse qui ressemblait plus à une menace. « Tu sais, ma chère, peut-être que c'est mieux ainsi. Repose-toi et je m'occupe des affaires. Michael est bien pris en charge par ma mère, elle sait être stricte quand c'est nécessaire. » Il y avait un plaisir cruel dans ces mots qui fit naître en Grace l'envie de crier. Edward poursuivit son monologue, inconscient que chaque mot était enregistré par sa femme supposément dans le coma. Il parlait de la façon dont il avait convaincu tout le monde que Michael pourrait être responsable de l'accident, de la façon dont sa mère gardait le garçon sous un contrôle strict. « C'est mieux ainsi, n'est-ce pas? Tu as toujours été si protecteur envers lui, maintenant il apprend comment le monde fonctionne vraiment. » Lorsque Edward quitta enfin la pièce, Grace permit à une seule larme de couler sur sa joue. Son fils était entre les mains de cette femme cruelle, probablement en train de subir des tortures psychologiques inimaginables. Elle devait agir rapidement, mais elle devait aussi être intelligente. Edward avait de l'argent et de l'influence, un faux pas et tout serait perdu. Alors que les moniteurs continuaient leur bourdonnement régulier, Grace commença à formuler son plan. Elle devait sauver son fils, mais d'abord, elle devait convaincre tout le monde qu'elle était toujours dans le coma. Pendant 3 jours, Grace étudia méticuleusement la routine de l'hôpital privé, gardant les yeux fermés mais les sens alertes. Elle mémorisa chaque détail. Le changement d'équipe à 7 h du matin et à 19 h, les rondes de médication toutes les 4 heures, les visites matinales des médecins. Les sons du couloir devinrent sa carte, les conversations des infirmières son guide de navigation. Dans sa chambre luxueuse de l'aile VIP de l'hôpital, équipée de meubles haut de gamme et de technologies de pointe, Grace fit de petits exercices lorsqu'elle était seule. Elle déplaçait discrètement ses orteils sous les draps en coton égyptien, contractant et relaxant les muscles de ses jambes, tout pour retrouver du mouvement sans être remarquée.
La nuit, lorsque seul le bourdonnement des moniteurs rompait le silence, elle testait sa force, soulevant légèrement sa tête du coussin. La veille, elle avait commencé à évaluer l'équipement auquel elle était connectée. Le moniteur cardiaque serait le plus compliqué à éteindre, il devrait être désactivé au moment exact pour éviter de déclencher une alarme. À la station des infirmières, les lignes 4 dans ses bras pourraient être retirées rapidement, mais l'important était le bon ordre pour éviter les taches de sang révélatrices. Chaque détail devait être méticuleusement planifié. Édouard continua ses visites quotidiennes, toujours à la même heure, toujours avec le même parfum coûteux et les mêmes mots cruels. Lors d'une de ces visites, il laissa échapper que Michael avait tenté de s'échapper du manoir. Le cœur de Grace s'emballa dangereusement en entendant cela, faisant biper le moniteur plus fort. « Eh bien, sourit doucement Édouard, même dans le coma, tu t'inquiètes pour ce garnement. Ne t'inquiète pas, ma mère s'assure qu'il ne tente plus rien comme ça. » Pendant les rondes médicales, Grace absorbait chaque information sur son état. Les médecins commentaient sa surprenante récupération, comment ses signes vitaux devenaient de plus en plus stables. Lors d'une de ses visites, elle entendit dire que ses tests neurologiques étaient pratiquement normaux. « C'est intriguant », commenta le neurologue. « C'est comme si elle dormait simplement. » Grace dut tout son autocontrôle pour ne pas sourire, son plan fonctionnait. La clé de son plan vint sous la forme d'informations précieuses. Dans 2 jours, il y aurait un événement caritatif à l'hôpital et une grande partie du personnel serait impliquée dans les préparatifs. La sécurité se concentrerait sur le hall principal où l'événement se déroulerait, ce qui serait sa chance. Grace savait que le jour de l'événement, la routine normale serait modifiée, créant de petites failles dans la surveillance constante. Au milieu de la nuit, quand seule une infirmière somnolente faisait ses rondes, Grace commença à tester les limites de sa mobilité. Elle réussit à se lever complètement du lit sans faire de bruit, ses muscles protestant après tant d'inactivité. Elle devait être sûre qu'elle pouvait non seulement se lever, mais aussi marcher sans attirer l'attention. Chaque mouvement était un risque, chaque test une découverte potentielle. Lors de sa dernière visite, Édouard avait mentionné de manière décontractée qu'il serait en voyage d'affaires le jour de l'événement caritatif. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » dit-il avec sa cruauté déguisée habituelle, « je serai bientôt de retour pour m'occuper de toi et de notre fils. » Cette information était tout ce dont Grace avait besoin. Sa fenêtre d'opportunité était fixée avec Édouard hors de la ville, elle aurait quelques précieuses heures d'avantage. Le plan était tracé dans son esprit, elle éteindrait les moniteurs, simulant une défaillance technique, retirerait les lignes 4 dans le bon ordre, utiliserait les vêtements qu'un membre du personnel de nettoyage laissait toujours suspendus près de la salle de bain. Elle connaissait le planning du gardien de sécurité, savait quel couloir était moins fréquenté. Elle avait mémorisé chaque détail du plan d'étage de l'hôpital qui était affiché derrière sa porte. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre le bon moment. Une infirmière entra pour vérifier ses signes vitaux, commentant de manière décontractée les préparatifs pour l'événement caritatif. « Demain sera une journée chargée, » dit-elle en ajustant le sac 4. « Mais ne vous inquiétez pas, Madame Smith, nous prendrons bien soin de vous. » Grace resta immobile, son visage se masquant le tourbillon de pensées et la peur rongeant son cœur. En moins de 24 heures, elle fuirait cet endroit pour sauver son fils, où elle serait découverte, perdant ainsi sa seule chance. Le jour de l'événement caritatif se leva de manière effrénée à l'hôpital central Albany. Grace, toujours prétendant être dans le coma, remarqua l'agitation différente dans les couloirs. Le bruit des décorateurs installant des structures dans le hall principal résonnait jusqu'à sa chambre, créant la distraction parfaite pour son évasion. Elle attendit patiemment, contrôlant sa respiration, attendant le moment exact du changement d'équipe à 18h40, comme cela se passait tous les jours. L'infirmière de jour entra pour effectuer le dernier bilan. Grace sentit l'odeur du café qu'elle buvait toujours à la fin de son service et entendit le bruissement de son uniforme alors qu'elle notait les signes vitaux. « Bonne nuit, Madame Smith », murmura l'infirmière comme elle le faisait toujours, sans s'attendre à une réponse. Dès que la porte se referma, Grace commença son compte à rebours. Elle savait qu'elle avait exactement 15 minutes avant la prochaine ronde, avec des mouvements précis et mentalement répétés des centaines de fois. Elle commença à déconnecter les électrodes du moniteur cardiaque une par une dans le bon ordre pour ne pas déclencher les alarmes. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses mouvements restaient sûrs. Des années à diriger une entreprise lui avaient appris à garder le contrôle même dans les situations les plus tendues. L'uniforme du personnel de nettoyage était, comme toujours, accroché près de la salle de bain. Grace retira soigneusement la canule d'oxygène et l'accès intraveineux, pressant les poings pour éviter tout saignement.
Chaque seconde était précieuse. Elle s'habilla rapidement, sentant ses muscles protester après tant de temps d'inactivité. Le reflet dans le miroir de la salle de bain montrait une femme déterminée, bien que plus mince et plus pâle qu'elle ne s'en souvenait. Les couloirs étaient étonnamment vides, tout le personnel était impliqué dans l'événement dans le hall principal. Grace marchait avec détermination, portant un seau de nettoyage comme déguisement, le cœur battant contre ses côtes. Elle passa la station de soins infirmiers vide, tournant à droite dans le couloir menant à la sortie de service. Chaque pas la rapprochait de la liberté, de son fils. Le son lointain de la musique et des conversations de l'événement de charité masquait ses pas. Grace aperçut la porte de sortie de service, son objectif final. Elle était à quelques mètres de la liberté lorsqu'elle entendit des voix approcher rapidement. Elle entra dans un placard de fournitures de nettoyage, son cœur faiblissant presque lorsqu'elle reconnut la voix du docteur Matthews parlant à une infirmière au sujet du patient dans la chambre 304. Les minutes passées dans ce placard étroit semblèrent une éternité. Grace pouvait entendre son sang pulser dans ses oreilles en attendant que les voix s'éloignent. Lorsqu'elle sortit enfin, elle bougea encore plus prudemment, l'adrénaline parcourant ses veines lui donnant la force qu'elle ignorait posséder. La porte de sortie était maintenant à quelques pas. L'air frais de la nuit lui caressa le visage comme une bénédiction lorsqu'elle parvint enfin à quitter l'hôpital. Le parking du personnel était partiellement vide, les ombres des arbres offrant une couverture parfaite. Grace se déplaça rapidement entre les voitures, remerciant silencieusement d'avoir mémorisé l'emploi du temps du gardien de sécurité. Elle savait qu'à ce moment, la maison principale des Gates serait concentrée sur les invités arrivant pour l'événement à l'entrée principale. Elle était presque arrivée dans la rue lorsqu'elle entendit le son des alarmes venant de l'hôpital. Son cœur se figea, ils avaient découvert son évasion. Elle se força à rester calme et continua de marcher normalement, portant toujours le seau de nettoyage. Une voiture de police passa à côté d'elle, les sirènes allumées, se dirigeant vers l'entrée principale de l'hôpital. Grace tourna le coin en se fondant dans les gens quittant une église voisine. Les lumières de la ville d'Albany scintillaient autour d'elle alors qu'elle s'éloignait de l'hôpital, son esprit déjà concentré sur son prochain objectif, sauver Michael des griffes de Margaret. Le son des sirènes augmentait derrière elle, mais Grace ne regarda pas en arrière. Son fils avait besoin d'elle, et rien, ni Edward, ni la police, ni même son propre corps affaibli ne l'empêcherait de le sauver. Dans un petit hôtel en périphérie d'Albany, Grace se penchait sur un ordinateur portable récemment acheté avec de l'argent qu'elle gardait secrètement caché dans un compte dont Edward ne savait rien. Ses doigts volaient sur le clavier tandis qu'elle fouillait toutes les informations possibles sur la localisation de son fils. Les rideaux restaient fermés et la pièce modeste était éclairée seulement par la lueur bleutée de l'écran de l'ordinateur. La première piste arriva par un poste des services sociaux d'Albany. Grace trouva un dossier mentionnant le transfert temporaire de la garde de Michael à Margaret Smith, son belle-mère. Son estomac se noua en lisant ce nom. Une femme qui avait toujours traité son petit-fils avec une froideur calculée, même lors des rares réunions de famille. Avec des mains tremblantes, elle poursuivit ses recherches, maintenant focalisées sur le luxueux manoir des Smith dans le quartier le plus exclusif de la ville. Un ancien contact de l'entreprise qui lui devait encore des faveurs lui fournissait des informations précieuses sur la routine de la maison. Margaret avait engagé plus de gardes de sécurité, installé des caméras supplémentaires, c'était maintenant comme une forteresse. Le contact informa que le garçon ne sortait pour rien, même pas pour l'école. Des tuteurs privés étaient engagés. Chaque nouvelle information était comme un coup de poignard dans le cœur de Grace. Utilisant son sens des affaires, elle commença à cartographier tout le personnel du manoir. La gouvernante, Sophia, attira son attention, une femme d'âge moyen qui travaillait pour Margaret depuis seulement quelques mois. À travers une enquête minutieuse, Grace découvrit que Sophia avait une sœur qui travaillait au Central Market d'Albany. C'était une connexion ténue, mais cela pourrait être son moyen d'obtenir des informations sur Michael. Déguisée avec une perruque sombre et de grandes lunettes, Grace visita le Central Market. Elle trouva la sœur de Sophia et engagea une conversation décontractée sur le service domestique. Grâce à des compétences acquises lors de nombreuses négociations commerciales, elle dirigea la conversation jusqu'à ce qu'elle obtienne des informations précieuses sur la routine du manoir. « Ma sœur, dit la vendeuse, la maîtresse est très stricte, surtout avec le petit-fils qui y vit maintenant. » Les nouvelles de sa disparition de l'hôpital circulaient déjà dans la ville. Des affiches avec sa photo étaient éparpillées partout à Albany et les radios locales diffusaient des alertes concernant un patient confus et potentiellement dangereux.
Edward avait donné des interviews la dépeignant comme une femme mentalement instable qui devait être retrouvée pour sa propre sécurité. Chaque mensonge de sa part ne faisait que renforcer sa détermination à sauver Michael. Dans sa chambre d'hôtel, Grace créa une carte détaillée du manoir et de ses environs. Elle marqua toutes les entrées, sorties, angles morts des caméras de sécurité. À travers différents contacts, elle obtint des informations sur les horaires des gardes, les moments où la surveillance diminuait. Chaque détail était crucial, elle n'aurait qu'une seule chance de sauver son fils. Les nuits étaient les plus difficiles, allongée sur le simple lit de l'hôtel. Grace ne pouvait pas dormir, pensant à Michael seul dans cette maison, sous la garde d'une femme qui avait toujours montré plus d'intérêt à garder les apparences qu'à montrer de l'affection. Les paroles cruelles d'Edward lors de ses visites à l'hôpital résonnaient dans son esprit, elle sait se montrer stricte quand c'est nécessaire. Le temps lui était compté, chaque heure qui passait, la police resserrait la corde et Edward mobilisait plus de ressources pour la trouver. Grace savait qu'elle devait agir bientôt, mais elle devait aussi être prudente. Une seule erreur pourrait signifier non seulement sa capture, mais aussi la perte définitive de toute chance de sauver son fils. Avec une détermination renouvelée, elle retourna à l'étude de ses notes, cherchant le moindre détail qu'elle aurait pu manquer. À l'aube, Grace était encore au travail, ses yeux rouges fixés sur l'écran de l'ordinateur alors qu'elle traçait le chemin qui l'amènerait à son fils. À la télévision de l'hôtel, à faible volume, un autre reportage sur sa disparition passait aux nouvelles locales. « Je te trouverai, mon amour », murmura-t-elle en regardant la photo de Michael qu'elle gardait à côté de son ordinateur portable. « Maman arrive pour te chercher. Nous devons être très discrets, d'accord ?» Michael hocha la tête, les larmes coulant silencieusement sur son visage, tandis que Grace l'aidait à mettre ses baskets et une veste par-dessus son pyjama. Chaque seconde était précieuse, chaque moment les rapprochait du risque d'être découvert. Le chemin du retour devait être encore plus prudent. Grace guida Michael à travers les couloirs sombres, leurs mains entrelacées, leurs pas synchronisés pour minimiser tout bruit. La descente de l'escalier de service était agonisante, chaque grincement de la structure métallique sonnait comme un coup de tonnerre à leurs oreilles alertes. Dans le jardin, les ombres des arbres étaient maintenant leurs alliés, fournissant une couverture parfaite. Ils se dirigèrent vers le mur quand un bruit au deuxième étage fit frissonner Grace. Margaret s'était réveillée. Grace pouvait entendre les pas de sa belle-mère au-dessus d'eux, se dirigeant vers la chambre de Michael. Il n'y avait pas de temps à perdre. Avec une force qu'elle ne savait pas posséder, elle aida Michael à escalader le mur, le passant de l'autre côté où un matelas avait été stratégiquement placé pour amortir sa chute. Les sirènes commencèrent à retentir au loin, quelqu'un avait alerté la police. Le cri de rage de Margaret résonna à travers le manoir alors qu'elle découvrait la chambre vide. Grace sauta par-dessus le mur à la toute dernière seconde, attrapant Michael dans ses bras. Ensemble, ils coururent à travers la nuit, leurs ombres se fondant dans l'obscurité alors qu'ils quittaient le manoir qui était devenu une prison. Les lumières clignotantes des voitures de police commençaient à illuminer les rues voisines lorsque mère et fils atteignirent la voiture qui les attendait, conduite par l'un des contacts de confiance de Grace. Alors que le véhicule s'éloignait du manoir des Smiths, Michael se cramponna à sa mère en sanglotant silencieusement. Grace le tenait fermement, lui murmurant des mots de réconfort, promettant qu'elle ne le laisserait plus jamais seul. Dans la petite maison en banlieue d'Albany, Abigail Matthews embrassa Michael avec ferveur. L'enseignante à la retraite, qui avait été la mentor et l'amie proche de Grace pendant ses années universitaires, était la seule personne en qui Grace pouvait entièrement avoir confiance en ce moment. La résidence modeste, entourée d'un jardin bien entretenu avec des fleurs colorées, serait le refuge temporaire pour son fils tandis qu'elle chercherait les preuves nécessaires pour incriminer Edward. « Michael, mon amour », Grace s'agenouilla devant son fils, ses yeux rencontrant les siens. « Maman a besoin de s'occuper de quelque chose de très important. Tu vas rester ici avec tante Abigail pendant quelques heures. Elle prendra bien soin de toi. » Le garçon se cramponna fermement à la main de sa mère, la peur toujours visible dans ses yeux. « Tu reviendras, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Je promets, mon ange. »« Maman revient toujours » répondit-elle en embrassant son front. Le plan était risqué mais nécessaire. Grace savait qu'Edward gardait un coffre-fort caché dans son bureau à domicile où il stockait des documents trop importants pour être confiés aux banques. Pendant des années de mariage, elle l'avait observé, mémorisé ses mots de passe, étudié ses habitudes. Maintenant, toute cette connaissance serait son arme. Abigail servirait non seulement de gardienne pour Michael, mais aussi d'alibi. Si quelque chose tournait mal, elle pourrait témoigner que Grace n'avait jamais quitté la maison.
Habillée en uniforme de l'entreprise de nettoyage qui entretenait occasionnellement sa maison, Grace passa par les portails du manoir où elle avait vécu pendant tant d'années. Son cœur battait la chamade alors qu'elle faisait discrètement un signe de tête au gardien de sécurité qui la regardait à peine, preuve supplémentaire de la manière dont les riches prêtaient rarement attention à leur personnel. Le chariot de nettoyage qu'elle poussait contenait tout le matériel nécessaire à sa mission, soigneusement caché parmi les fournitures de nettoyage. La maison était silencieuse, à l'exception du son lointain des jardiniers travaillant à l'arrière de la propriété. Grace se déplaçait avec familiarité à travers les couloirs, sachant exactement quelle planche de plancher grinçait, quelle porte nécessitait de l'huile sur leur charnière. Sa connaissance intime de la maison, construite au fil des années, serait son plus grand avantage dans cette opération risquée. Édouard maintenait une routine stricte. Il serait dans des réunions importantes à l'entreprise jusqu'à tard dans la nuit, planifiant son prochain mouvement commercial. Grace avait confirmé cela grâce à des contacts qu'elle entretenait encore dans l'entreprise. Chaque minute passée dans cette maison était un risque calculé, une rencontre fortuite avec un employé qui la reconnaissait, une caméra de sécurité mal placée, le moindre détail pouvait tout faire échouer. Arrivée au bureau d'Édouard, Grace ressentit un frisson en voyant la photo de famille encore posée sur le bureau. Édouard et Michael souriant lors d'un voyage à la plage, un souvenir maintenant terni par la trahison et les mensonges. Avec des mouvements précis, elle commença à nettoyer la pièce, établissant sa présence comme celle d'un simple employé accomplissant ses tâches. Les années de gestion de l'entreprise avec Édouard lui avaient appris l'importance de maintenir les apparences. Alors que le soleil commençait à se coucher, Grace s'assura enfin qu'elle était seule à l'étage. Le personnel de maison se rassemblait toujours dans la cuisine à cette heure-là pour leur café de l'après-midi, une habitude qu'elle avait elle-même instaurée des années auparavant. Ce petit détail administratif deviendrait sa fenêtre d'opportunité. Avec un cœur battant la chamade, elle s'approcha du tableau qui dissimulait le coffre-fort, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle se préparait à commencer sa véritable mission. Le coffre-fort était exactement là où Grace se souvenait, caché derrière une peinture abstraite qu'Édouard avait choisie plus pour son prix que pour son appréciation artistique. Ses mains bougeaient avec précision alors qu'elle entrait la combinaison, la date à laquelle il avait pris le contrôle total de l'entreprise, un choix typique de son ego gonflé. Le mécanisme se tourna silencieusement et la lourde porte s'ouvrit. À l'intérieur, des dossiers méticuleusement organisés révélaient le besoin compulsif de contrôle d'Édouard. Grace commença à examiner document après document, photographiant chaque page avec une caméra microscopique. Les preuves étaient plus dévastatrices qu'elle ne l'avait imaginé. Transferts bancaires vers des comptes aux îles Caïmans, contrats falsifiés, factures trafiquées. Chaque papier était une nouvelle preuve du vaste réseau de fraude qu'elle avait construit. Dans un dossier marqué « Affaires personnelles », Grace trouva quelque chose qui fit courir son sang-froid. Des ordonnances médicales falsifiées, toutes signées par un médecin qu'elle n'avait jamais entendu. Parmi elles, une ordonnance pour les mêmes médicaments qui avaient été utilisés pour l'empoisonner, les dates correspondaient parfaitement. Édouard avait tout planifié des semaines à l'avance. Plus profondément dans le coffre, elle trouva un fichier protégé par mot de passe sur un appareil dans une boîte métallique. En le connectant à l'ordinateur qu'elle avait apporté caché dans son chariot de nettoyage, Grace découvrit des feuilles de calcul détaillées de tous les détournements de fonds. Édouard avait détourné des millions de l'entreprise au cours des derniers mois, probablement en préparation d'une fuite déjà planifiée. L'argent avait été canalisé à travers un réseau complexe de sociétés écrans. Le document suivant fit trembler les mains de Grace de colère. Un rapport détaillé sur Michael rédigé par le travailleur social de l'hôpital, mais avec des annotations dans les marges faites par Édouard. Chaque comportement suspect du garçon avait été soigneusement fabriqué, chaque témoin soudoyé ou manipulé. Son mari avait orchestré une campagne systématique pour détruire la réputation de son propre fils. Dans un dossier séparé, elle trouva des reçus de paiement au personnel de l'hôpital. Édouard avait acheté le silence des infirmières, des techniciens et même de certains médecins. Ils avaient tous été payés pour ne pas remarquer certaines incohérences dans ses tests, pour ne pas questionner la présence de certains médicaments dans son système. La conspiration était plus étendue qu'elle ne l'avait imaginé. Parmi les documents, Grace trouva une fiole vide du médicament qui avait été utilisé pour l'empoisonner. Édouard, dans son arrogance, avait gardé la preuve de son crime comme un trophée. L'étiquette était partiellement détruite, exactement comme Michael l'avait décrit. Son mari avait planifié chaque détail, même l'état dans lequel la preuve serait trouvée dans les mains de son fils. Le temps passait dangereusement alors que Grace poursuivait sa recherche. Chaque nouvelle découverte était plus perturbante que la précédente.
Des notes sur la routine de Margaret, des instructions spécifiques sur la manière de discipliner Michael, même des plans pour une possible institutionnalisation du garçon dans un établissement pour jeunes en difficulté. Si les suspicions contre lui n'étaient pas suffisantes, un bruit dans le couloir fit figer Grace. Rapidement, elle commença à organiser les documents qu'elle devait encore photographier. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'Edward ne l'entende, même à travers le bruit de l'aspirateur. Elle entenda le son des pas approcher et sut qu'elle devait être plus rapide. Les preuves en sa possession étaient suffisantes pour détruire Edward, mais seulement si elle réussissait à en sortir avec elle. L'horloge murale indiquait presque 6 heures. Edward pourrait revenir à tout moment. Grace accéléra son travail, ses mains bougeant avec précision alors qu'elle photographiait les derniers documents. L'indicateur de copie avançait agonisantement lentement, chaque seconde semblait une éternité alors qu'elle priait pour avoir assez de temps pour terminer son travail. Le bruit d'une voiture entrant dans l'allée du manoir fit s'arrêter le cœur de Grace. À travers la fenêtre du bureau, elle vit la voiture noire importée d'Edward entrer par la porte principale. Il était revenu plus tôt que prévu. Avec des mouvements rapides et précis, elle commença à replacer les documents dans le coffre-fort, ne gardant que les preuves les plus cruciales dans un compartiment secret de son chariot de nettoyage. L'appareil avec les fichiers était toujours connecté à l'ordinateur, copiant les derniers fichiers. Grace entendait les pas d'Edward descendre les escaliers, sa voix profonde résonnant dans le hall d'entrée alors qu'il parlait au téléphone. L'indicateur de progression de la copie montrait 97%. Chaque seconde était une torture alors qu'elle attendait. Son corps tendu comme une corde de guitare sur le point de se casser. « Je monterai au bureau », pensa-t-elle. La voix d'Edward semblait plus proche, suivie du bruit de ses pas sur l'escalier principal. Grace déconnecta les fichiers dès que la copie fut terminée, ses mains tremblant alors qu'elle fermait l'ordinateur. Le bruit des chaussures italiennes de son mari dans le couloir était comme un compte à rebours vers un désastre imminent. Avec des mouvements calculés, elle referma le coffre-fort et repositionna la peinture. Les pas se rapprochaient de plus en plus. Dans un élan d'inspiration, Grace alluma l'aspirateur, créant un bruit qui masquerait tout son suspect. Elle adopta le comportement d'une femme de ménage ordinaire, concentrée sur sa tâche. Lorsque la poignée de la porte commença à tourner, Edward entra dans le bureau, son téléphone encore collé à l'oreille, faisant un geste irrité pour qu'elle parte. Gardant la tête baissée, Grace commença à rassembler ses fournitures de nettoyage, se déplaçant avec la lenteur calculée de quelqu'un qui n'était pas pressé. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'Edward ne l'entende, même à travers le bruit de l'aspirateur. Il se dirigea vers son bureau, complètement inconscient de la véritable identité de la femme de ménage, concentré sur son appel téléphonique concernant une autre affaire douteuse. Le moment le plus tendu arriva lorsque Grace devait passer devant Edward pour atteindre la porte. Il s'était assis dans son fauteuil en cuir, le dos tourné vers le coffre-fort, discutant de chiffres en anglais avec quelqu'un. Elle pouvait sentir son parfum coûteux, le même qu'elle avait senti lors de ses visites cruelles à l'hôpital. Chaque pas vers la sortie semblait durer une éternité. Déjà dans le couloir, Grace poussa son chariot vers l'escalier de service, se forçant à maintenir un rythme normal. L'épreuve qu'elle portait, cachée, semblait peser une tonne. Le son de la voix d'Edward résonnait encore dans le couloir, maintenant mélangé au bruit des tiroirs qui s'ouvraient, il cherchait quelque chose dans le bureau. Elle devait sortir de là avant qu'il ne réalise que quelque chose manquait. La descente des escaliers de service n'avait jamais semblé aussi longue, chaque marche était un exercice de maîtrise de soi. Chaque grincement de la structure était une menace de découverte. Au rez-de-chaussée, le reste du personnel de maison continuait sa routine normale, complètement inconscient du drame qui se déroulait. Grace traversa discrètement la cuisine, faisant signe à la gouvernante, son déguisement toujours parfaitement maintenu. Lorsqu'elle atteignit enfin la porte arrière, désignée pour l'entrée et la sortie du personnel, Grace sentit ses jambes trembler. Les preuves contre Edward étaient en sécurité, cachées parmi les produits de nettoyage dans son chariot. Le gardien de sécurité ne leva guère les yeux de son téléphone lorsqu'elle partit, emportant avec elle suffisamment de documents pour détruire l'empire de mensonges qu'Edward avait construit. De retour dans la rue, se fondant dans le trafic de fin d'après-midi, Grace s'autorisa un petit sourire. Dans sa poche, l'appareil avec les fichiers pesait comme une arme chargée, prête à être utilisée. Il était maintenant temps de retourner auprès de Michael, qui l'attendait à la maison d'Abigail, et de commencer la prochaine phase de leur plan. Edward n'avait aucune idée, mais son règne de terreur était sur le point de se terminer. La nuit était déjà tombée à Albany lorsque Grace revint à la maison d'Abigail. Michael dormait paisiblement dans la chambre d'amis, enfin en sécurité après des semaines de tourments.
Dans la cuisine accueillante, éclairée par une seule lampe, Grace étala les preuves qu'elle avait collectées sur la table en bois massif, les révélant à Abigail et exposant l'étendue de la trahison d'Edward. « Mon Dieu !» murmura Abigail, ses yeux parcourant les documents avec une horreur croissante. Edward avait tout planifié depuis le début. Grace hocha gravement la tête, ses doigts traçant les bords de la clé USB contenant encore plus de preuves. Edward n'avait pas seulement essayé de la tuer, mais avait aussi prévu de détruire leur fils dans le processus. Il avait utilisé sa propre mère pour torturer psychologiquement Michael, tout cela pour voler leur entreprise. Les heures suivantes furent consacrées à organiser les preuves, créer des copies numériques et tout stocker dans des endroits sûrs. Abigail observa son ancienne élève avec un mélange d'admiration et de préoccupation. Grace avait changé, ses yeux autrefois doux portaient maintenant une détermination d'acier. « Je dois régler ça une fois pour toutes », déclara-t-elle brusquement en se levant. « Prends soin de Michael pendant quelques heures de plus sans révéler mes plans. » Grace conduisit vers un quartier reculé d'Albany. Un ancien gardien de sécurité de l'entreprise, injustement licencié par Edward, l'attendait dans un atelier de réparation automobile abandonné. L'homme lui remit un lourd paquet, ses yeux révélant une compréhension silencieuse. « Faites attention, madame », dit-il avant de disparaître dans la nuit. Le retour au manoir fut différent. Cette fois, il n'y avait plus besoin de déguisement ni de subterfuge. Grace gara sa voiture directement à l'entrée principale, l'arme pesant dans son sac comme une encre de justice. Le gardien de sécurité, la reconnaissant, tenta de l'arrêter mais recula en voyant la détermination dans ses yeux. « Monsieur Smith est dans le bureau ?» balbutia-t-il, sa radio tombant au sol alors qu'elle traversait les couloirs du manoir, qui semblaient désormais différents, comme si les murs étaient des témoins silencieux de tous les mensonges et trahisons. Grace monta les escaliers avec des pas fermes, chaque marche la rapprochant de la confrontation finale. La lumière fuyante sous la porte du bureau confirma qu'Edward travaillait toujours, probablement en train de planifier son prochain mouvement. Sans frapper, Grace ouvrit la porte. Edward leva les yeux de ses papiers, son expression passant rapidement de la surprise à un masque étudié de préoccupation. « Chérie, dit-il, merci Dieu que tu... » Ces mots s'arrêtèrent dans sa gorge lorsqu'il vit le pistolet pointé sur sa poitrine. « Ne bouge pas, ordonna Grace, sa voix aussi forte que de l'acier. Il est temps pour la vérité, Edward. » Le silence qui suivit était assourdissant. Edward resta assis dans son fauteuil en cuir, ses mains s'élevant lentement en signe de reddition, mais ses yeux révélaient non pas la peur, mais une fureur calculatrice. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, » commença-t-il, mais Grace l'interrompit. « Non, Edward, » dit-elle pour la première fois, « je sais exactement ce que je fais. » Avec sa main libre, Grace commença à étaler les preuves sur la table en acajou. Le visage d'Edward pâlit en reconnaissant les documents qu'il croyait sécurisés dans son coffre-fort. « Comment as-tu fait » commença-t-il à demander, mais fut de nouveau réduit au silence par le regard déterminé de sa femme. « Maintenant, » dit-elle en ajustant sa prise sur le pistolet, « tu vas tout me dire, et si tu essaies quoi que ce soit, je jure que cette balle ne te manquera pas. » Edward grogna, son masque de préoccupation cédant la place à une expression de mépris. Grace maintenait le pistolet stable tandis qu'elle étalait plus de documents sur la table. « Non seulement je peux, mais je le ferai, » dit-elle. « Et tu vas tout avouer, Edward. Comment tu as tout planifié, comment tu as manipulé notre fils, comment tu as volé notre entreprise. » Les documents formaient une traînée indéniable de criminalité, transferts bancaires illégaux, ordonnances médicales falsifiées, preuve de la manipulation psychologique de Michael. Edward se moqua, s'appuyant dans son fauteuil avec un calme artificiel. « Petite investigation fascinante, » rétorqua-t-il. « Tu as oublié avec qui tu as affaire. J'ai construit un empire, tu penses que quelques feuilles de papier peuvent me faire tomber ?» Grace appuya sur le bouton de l'enregistreur qu'elle portait, et la voix d'Edward remplit le bureau. C'était l'enregistrement de sa conversation avec Margaret à propos de la torture psychologique de Michael, son visage tordu de fureur en entendant ses propres mots. « Espèce de fouineuse » grogna-t-il. Brusquement, le bruit d'une détonation coupa l'air, et Edward tomba en arrière dans son fauteuil, serrant sa jambe droite où la balle l'avait effleuré. « La prochaine fois, ce ne sera pas un avertissement, » déclara Grace froidement. « Avoue, Edward, comment tu as tout planifié. » Le sang commençait à tacher son pantalon italien, mais ses yeux brûlaient de haine. « Tu veux savoir la vérité ? Oui, j'ai tout planifié. J'ai échangé tes médicaments, manipulé les preuves, utilisé notre propre fil comme bouc émissaire. Toi et tes ridicules éthiques étouffiez mon entreprise.
Il était plus facile de t'éliminer et de transformer notre fils en criminel aux yeux de la société, personne ne questionnerait. La confession d'Edouard se déversait comme du poison. Il révéla comment il avait planifié chaque détail, l'échange progressif des médicaments, la manipulation des témoins, le plan d'utiliser sa propre mère pour briser psychologiquement Michael, ce garçon pleurnichard qui était si facile à faire croire coupable. Il rit amèrement en appuyant sur la blessure de sa jambe et sur l'entreprise. Grace pressa sa voix tremblante de rage contenue. Edouard sourit d'un sourire froid et calculateur. « Des millions, chérie, dit-il. Des millions cachés dans des comptes offshore. Toi et ton obsession pour l'honnêteté et les affaires m'étouffiez. Il était plus facile de t'éliminer et de transformer notre fils en criminel aux yeux de la société, personne ne questionnerait. La confession coula de lui comme du poison. J'aurais dû m'assurer que tu étais morte, continua-t-il, j'aurais dû utiliser une dose plus élevée, et ce garçon aurait dû laisser ma mère le briser complètement. Chaque mot de sa part était enregistré, chaque menace documentée, chaque confession enregistrée. Tu sais ce qui est le plus pathétique, Edouard ? Demanda Grace, sa voix pleine de mépris. Tu penses être si intelligent, mais tu as oublié la première règle des affaires, ne jamais sous-estimer ton adversaire. Elle lui montra la clé USB qu'elle avait volée du coffre-fort, maintenant connectée à un petit enregistreur dans sa poche. Chaque mot que tu as dit est transmis directement à mes avocats. C'est fini, fais-le. Le son des sirènes approchant le manoir traversa le silence de la nuit. Edouard, toujours ensanglanté sur le sol de son bureau, pâlit en réalisant que Grace avait planifié chaque détail de cette confrontation. « Tu ne peux pas faire ça », grogna-t-il, tentant de se traîner vers son bureau. « Je suis Edward Smith. J'ai des connexions, j'ai du pouvoir », la voix autoritaire de la police résonna dans le couloir, suivie du bruit lourd des pas montant les escaliers. Grace maintenait son arme pointée sur Edouard même lorsque la porte du bureau s'ouvrit et que plusieurs officiers de police firent irruption dans la pièce, arme au poing. « Il est désarmé », informa-t-elle calmement, plaçant son propre pistolet sur le sol et le frappant pour le faire tomber. Le détective Lopez, chef de l'unité des crimes financiers, entra dans le bureau. Ses yeux expérimentés prirent la scène en compte, Edouard saignant sur le sol, les documents éparpillés sur la table, Grace debout les mains levées en signe de reddition. « Monsieur Smith, annonça-t-il, nous avons reçu votre rapport et les preuves préliminaires. Les documents que vous nous avez envoyés au cours des dernières heures sont plus que suffisants pour une arrestation immédiate. » Tandis que les ambulanciers étaient appelés pour soigner les blessures d'Edouard, les officiers commencèrent à collecter les preuves éparpillées dans le bureau. Le coffre-fort fut ouvert, son contenu méticuleusement catalogué. Edouard alternait entre menaces et tentatives de corruption, son empire s'effondrant devant ses yeux. « Tu ne peux pas faire ça, grogna-t-il, je connais des personnes influentes, je vais tous vous détruire, déclara le détective Lopez officiellement. Pendant que les ambulanciers stabilisaient ses blessures, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude financière, blanchiment d'argent, abus d'enfants par procuration et de nombreux autres crimes qui seront détaillés au poste, expliqua-t-il. L'homme d'affaires fut menotté, son expression un masque de fureur impuissante. Grace observa son mari être emmené sur une civière escorté par des policiers lourdement armés. Les sirènes des voitures de patrouille illuminaient la nuit avec des éclairs rouges et bleus, projetant des ombres dansantes sur les murs du manoir. Des journalistes commençaient déjà à se rassembler aux portes, attirés par l'activité policière à la résidence de l'une des familles les plus puissantes d'Albanie. « Madame Smith, » appela le détective Lopez, « nous avons besoin de votre déclaration officielle. » Mais elle répondit, « Cela peut attendre jusqu'à demain. » Les coups de feu étaient clairement en légitime défense, compte tenu des circonstances et des preuves que vous avez recueillies. Hocha-t-elle la tête, son corps commençant enfin à se détendre après la tension de la confrontation. Maintenant, rentrez chez vous, votre fils a besoin de vous. En quittant le manoir, Grace fit une pause un instant, regardant la maison qui avait été le décor de tant de souvenirs, bons et mauvais. La police continua son travail, collectant des preuves, photographiant le bureau, emballant les documents dans du plastique. L'empire qu'Edward Smith avait construit avec des mensonges et des trahisons s'effondrait brique par brique. Dans sa poche, son téléphone vibra avec un message d'Abigail, « Michael s'est réveillé et demande pour vous. » Grace sourit pour la première fois depuis longtemps, sentant que le cauchemar touchait enfin à sa fin. Elle monta dans sa voiture et retourna auprès de son fils, laissant derrière elle le manoir illuminé par les sirènes où son ex-mari avait scellé son propre destin. La maison d'Abigail était calme lorsqu'elle y revint. La douce lumière du salon émanait de la chaleur,
un contraste frappant avec la tension des dernières heures. Michael était recroquevillé sur le canapé, serrant un oreiller, ses yeux gonflés fixés sur la porte, attendant anxieusement le retour de sa mère. Lorsque Grace entra, il hésita un instant, comme s'il craignait qu'elle ne soit qu'un mirage. « Mon amour », chuchota Grace en ouvrant ses bras. Michael courut vers elle, enterrant son visage dans son étreinte, sanglotant doucement. Abigail se retira discrètement dans la cuisine, laissant mère et fils avoir leur moment de retrouvailles. Grace guida Michael de retour sur le canapé, le gardant dans ses bras, sentant son petit corps trembler sous l'accumulation d'émotions refoulées. « Nous devons parler, mon ange », commença Grace en brossant doucement les cheveux du front de son fils. « Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir, beaucoup de choses qui se sont passées et qui n'étaient pas de ta faute. » Michael se tendit dans les bras de sa mère, la culpabilité qui avait été instillée en lui pesant toujours sur ses petites épaules. « Mais maman, les médicaments ?» dit-il, les larmes aux yeux. « J'ai toujours aidé avec les médicaments », continua Grace avec une patience infinie. À propos de la façon dont elle avait planifié chaque étape pour rassembler les preuves nécessaires, maman n'a jamais cessé de se battre pour toi, mon amour. À chaque instant où j'étais dans cet hôpital, tout ce à quoi je pensais, c'était comment te sauver. Abigail est brièvement revenue avec du chocolat chaud pour elles deux, une recette spéciale qu'elle avait toujours faite pour Michael quand il était plus jeune. L'arôme sucré remplissait la pièce, apportant une touche de normalité à cette nuit extraordinaire. Grace tenait la tasse chaude dans ses mains, observant son fils absorber chaque mot, chaque révélation, son expression passant progressivement de la culpabilité à la compréhension. « Tu ne m'as jamais blessé, Michael », a souligné Grace en tenant les petites mains de son fils. « Tu es la personne qui m'a le plus aidé, qui m'a donné le plus de force pour me battre, ton amour, ta gentillesse, c'est ce qui m'a gardé en vie, ce qui m'a donné la force de découvrir la vérité et de faire justice pour ton père. » Michael fixait ses petites mains, les mêmes mains qu'il avait longtemps cru avoir blessé sa mère. Des larmes silencieuses commencèrent à couler, mais elles étaient différentes des larmes de culpabilité qu'il avait versées chez sa grand-mère, c'étaient des larmes de soulagement, d'être libéré d'un fardeau qu'il portait depuis si longtemps. « Ce n'était pas moi », sa voix tremblait, brisant le silence de la pièce. « Ce n'est pas ma faute. » Grace berçait le visage de son fils dans ses mains, leurs regards se rencontrant. « Non, mon amour, ce n'était jamais de ta faute. Ton père, il a tout planifié, il a changé les médicaments, il a empoisonné maman. Tu n'étais qu'une autre victime de ses plans cruels. » Les sanglots de Michael s'intensifièrent, son petit corps tremblant sous la force de ses émotions. Des années d'amour et de confiance en son père s'effritaient face à la dure vérité. Mais lui, il disait « j'étais mauvais ». Sa grand-mère disait aussi « ils m'ont fait écrire tant de fois que je t'avais blessé ». Grace tenait son fils fermement, le laissant libérer toute la douleur accumulée. « Ils ont menti, mon amour », murmura-t-elle doucement en le berçant. « Ils ont menti sur tout. Tu es l'enfant le plus doux et le plus aimant qui existe. Souviens-toi comment tu prenais toujours soin de moi, comment tu me rapportais de l'eau quand j'étais fatigué, comment tu m'aidais à arroser les fleurs dans le jardin. Chaque souvenir heureux était comme un baume, effaçant progressivement les marques laissées par les mensonges d'Edward et Margaret. » Les pleurs de Michael se transformèrent progressivement en sanglots entrecoupés de questions. Il avait besoin de tout comprendre, de s'assurer que le cauchemar était vraiment terminé. Pourquoi papa a-t-il fait ça? Pourquoi voulait-il te faire du mal? Pourquoi m'a-t-il fait croire que c'était ma faute? Chaque question portait l'innocence blessée d'un enfant trahi par ceux qui auraient dû la protéger. Grace choisissait ses mots avec soin, essayant d'expliquer des concepts complexes comme la cupidité et la trahison d'une manière que son fils pourrait comprendre. Parfois, mon amour, les gens laissent l'argent et le pouvoir changer leur cœur. Ton père, il s'est perdu dans cette quête de plus en plus de pouvoir, il a oublié ce qui compte vraiment, l'amour, la famille, l'honnêteté. Les heures passèrent tandis que Michael traitait chaque révélation. Parfois, il se mettait à pleurer intensément à nouveau, d'autres fois, il restait silencieux, absorbant tout. Grace demeurait patiente, répondant à chaque question, offrant le réconfort dont il avait été privé pendant son séjour au manoir Smith. Abigail apparaissait de temps en temps, apportant plus de chocolat chaud, offrant son soutien silencieux. Les choses que grand-mère m'a fait faire, Michael commença timidement, sa voix petite, verrouiller ma chambre dans la pièce sombre, me faire regarder sa photo pendant les repas, me forcer à écrire ses aveux. Grace sentit son cœur se serrer en entendant les détails des abus que son fils avait subis. Cela n'arrivera plus jamais, mon amour, ils ne te blesseront plus ainsi. Michael se blottit plus près dans les bras de sa mère,
comme pour s'assurer qu'elle était réelle, qu'elle était vraiment là avec lui. C'est vraiment fini, maman, ils ne peuvent plus nous faire de mal. Grace embrassa le sommet de sa tête, sentant les larmes mouiller son propre visage. C'est fini, mon amour. Ton père est en prison et nous sommes ensemble maintenant, personne ne nous séparera plus. Les dernières larmes de culpabilité de Michael tombèrent maintenant, emportant des années de manipulation et de mensonges. À leur place, quelque chose de nouveau commença à émerger, la compréhension de son innocence, la certitude de l'amour inconditionnel de sa mère et la promesse d'un avenir libre des ombres du passé. Le soleil commençait à se lever lorsque Michael réussit enfin à sourire, un petit sourire encore hésitant mais sincère. Grace observa les premières lueurs du jour pénétrer à travers les fenêtres de la maison d'Abigail, symbolisant le début d'une nouvelle vie pour elle. « Et maintenant, maman, où allons-nous » demanda-t-il, sa voix encore rauque de pleurs mais portant une note d'espoir. « J'ai une surprise pour toi » répondit Grace en prenant son téléphone. « Tu te souviens de ce voyage que nous avons fait à Asheville il y a quelques années, combien tu aimais la ville ?» Les yeux de Michael s'illuminèrent à ce souvenir. Grace lui montra des photos d'une belle maison avec un jardin spacieux et une piscine. « J'ai acheté cette maison il y a quelques mois, quand j'ai commencé à découvrir les plans de ton père. Ce sera notre nouvelle maison. » La maison à Asheville était parfaite, assez loin d'Albany pour recommencer, mais toujours aux États-Unis, proche de nos racines. Michael regarda les photos avec admiration, surtout celle de la chambre qui serait la sienne, peinte dans des nuances douces de bleu, sa couleur préférée. « Y a-t-il de la place pour un chien ?» demanda-t-il timidement, faisant rire Grace pour la première fois depuis des semaines. « Pas seulement pour un chien, mon amour, » répondit-elle en faisant défiler les photos de l'arrière-cour. « Nous pouvons avoir autant d'animaux que tu veux et regarde, il y a une excellente école à quelques pâtés de maison. Ils ont un programme de musique incroyable, tu as toujours voulu apprendre le piano, n'est-ce pas ?» Michael hocha la tête avec enthousiasme, ses yeux brillants de possibilités. Abigail entra dans la pièce, apportant le petit déjeuner et souriant au changement d'atmosphère. La tension de la nuit précédente avait été remplacée par une aura d'espoir et de compagnie maternelle. Michael demanda en prenant un petit pain sucré. Grace sourit en caressant ses cheveux. « Je vais déménager d'Asheville, j'ai déjà tout organisé et tu sais quoi, un jour si tu le veux, ce sera à toi. » Les plans s'écoulaient naturellement. Michael suggéra qu'ils pourraient planter des fleurs dans le nouveau jardin comme ils le faisaient dans leur ancienne maison. Grace promit qu'ils auraient un jardin encore plus beau et que cette fois, ils pourraient choisir toutes les fleurs. « Pouvons-nous avoir des jasmins et des roses jaunes et ces fleurs violettes que tu aimes tant ?» demanda-t-il, son imagination créant déjà un paradis coloré. Et à la nouvelle école, Michael continua, sa voix gagnant en confiance. Elle commença à démêler le réseau de mensonges qu'Edward avait tissé. Elle expliqua comment elle avait découvert la fraude à l'entreprise, comment Edward avait planifié son élimination lorsqu'elle avait menacé de l'exposer. « Il a utilisé la bonté de ton cœur, mon amour, il a utilisé le fait que tu voulais toujours aider maman, que tu étais toujours si attentionné et serviable, » expliqua Grace. Michael écouta avec des yeux grands ouverts, son jeune esprit peinant à assimiler les révélations. Grace expliqua comment Edward avait manipulé tout le monde, les médecins, les enseignants, le travailleur social pour créer une histoire qui incriminait son propre fils. Il avait même utilisé sa grand-mère pour briser psychologiquement Michael, cette vilaine petite morveuse. Toutes ces punitions, ce traitement cruel, c'était tout parti de son plan, continua-t-elle. La nuit passa alors que Grace poursuivait son explication, choisissant soigneusement ses mots pour que Michael puisse comprendre. Elle parla de la façon dont elle avait faim d'être dans le coma pour s'échapper. « Puis-je rejouer au football ?» dit-il. Sa grand-mère répondit, « Les sports étaient une perte de temps. » Grace ressentit une pointe de douleur en se rappelant les restrictions imposées par Margaret, mais elle sourit. « Bien sûr que tu peux, mon amour. Tu peux faire n'importe quelle activité que tu veux. Nous allons construire une nouvelle vie pleine de joie et de liberté. » Alors qu'ils planifiaient leur nouvelle vie, les nouvelles à la télévision montraient Edward se faisant emmener en prison. Michael se recroquevilla momentanément à la vue de son père, mais Grace le serra fermement. « Il ne peut plus nous faire de mal, » lui assura-t-elle. « Maintenant, c'est juste toi et moi, construisant notre avenir ensemble. » Le chant des oiseaux dehors annonçait un nouveau jour. Michael, toujours dans les bras de sa mère, semblait enfin en paix. « Maman » appela-t-il doucement. « Oui, mon amour, je t'aime et je suis heureuse que tu ailles bien. » Grace embrassa son front, des larmes de joie brillant dans ses yeux. « Je t'aime aussi, mon ange, plus que tout au monde. »
La lumière de l'après-midi baignait le salon d'Abigail dans des tons ambrés doux, créant une atmosphère presque palpable de paix. Le mobilier simple, témoin silencieux de tant d'histoires familiales, semblait soupirer de soulagement face à la transformation qui se déroulait devant eux. Abigail, une enseignante retraitée, connaissait profondément le pouvoir de la résilience humaine. Ses yeux, marqués par des années d'expérience et de compassion, captaient chaque nuance de la réunion entre Grace et Michael. Ce n'était pas seulement un moment de réconciliation, mais un rituel de guérison qui transcendait les mots. Les ombres projetées par la fenêtre dansaient subtilement, comme pour créer un sanctuaire de protection autour de cette famille blessée. Chaque objet dans la pièce semblait porter une histoire. Le vase en céramique sur la console, les livres sur les étagères, les photographies encadrées, tous témoins silencieux d'une renaissance. Le parfum de jasmin flottant à travers la fenêtre ouverte se mêlait à l'arôme du café fraîchement préparé, créant une atmosphère de chaleur et d'espoir. Les rideaux flottaient légèrement, laissant entrer une brise qui semblait porter des promesses de jours meilleurs. Sur l'étagère d'Abigail, des volumes sur la résilience, la psychologie de l'enfant et la surmontée de l'adversité attendaient discrètement, comme prêts à offrir un soutien supplémentaire si nécessaire. Chaque livre représentait un chemin potentiel vers la guérison, une possibilité de transformation. Les sons de la ville d'Albany parvenaient doucement, le tintement lointain des cloches d'église, le chant occasionnel des oiseaux, le murmure lointain des conversations dans la rue. C'étaient des sons de vie qui continuaient, de normalité renaissante après une période de bouleversement profond. Le tapis perçant au centre de la pièce, avec ses motifs complexes, semblait absorber et refléter les émotions de ce moment. Ces tissages complexes étaient comme un symbole silencieux du parcours de Michael et Grace, entrelacés, résiliés, capables de se reconstruire après des dommages apparemment irréparables. La lumière du soleil projetait un halo autour de Grace et Michael, presque comme une bénédiction divine sur ce moment de reconnexion. Chaque touche, chaque mot chuchoté, chaque larme versée était une étape dans la reconstruction d'un lien qu'Edward avait essayé de détruire, mais qui s'était révélé plus fort que toute manipulation. Les objets autour semblaient soupirer de soulagement. L'horloge murale marquait le temps non pas par le son, mais par une présence presque sacrée en tant que témoin silencieux. Les plantes en pot près de la fenêtre s'inclinaient subtilement, comme si elles aussi souhaitaient être plus proches de ce moment de guérison. Abigail ressentait dans le cœur de son éducatrice et mentor que ce n'était pas seulement un moment familial, mais un témoignage vivant de la capacité humaine à surmonter, à pardonner, à renaître. Chaque respiration de Michael dans les bras de Grace était une leçon de résilience qu'aucun livre ne pourrait jamais pleinement capturer. La lumière continuait de transformer l'environnement, adoucissant les contours, illuminant les espoirs, créant un sanctuaire d'amour et de nouveaux commencements. Le soleil d'Albany semblait non seulement briller, mais célébrer, danser, chanter la victoire de cette famille sur les ténèbres qui avaient tenté de les consumer. C'était un moment d'alchimie émotionnelle pure. La douleur transformée en amour, la peur en courage, le traumatisme en force. Et là, dans cette simple pièce avec la lumière de l'après-midi projetant un voile d'espoir, une famille retrouvait son chemin l'un vers l'autre. Le palais de justice d'Albany était bondé le jour du verdict. Edward Smith, autrefois imposant dans ses costumes italiens, portait maintenant l'uniforme orange d'un détenu, son visage autrefois arrogant montrant les signes de 3 mois en détention préventive. Les gros titres des journaux n'épargnaient aucun détail. Homme d'affaires tente de tuer sa femme et de piéger son fils de 11 ans. L'accusation présentait des preuves irréfutables, les documents trouvés dans le coffre, les enregistrements des aveux, les témoignages du personnel hospitalier qui avait été soudoyé. Chaque pièce de preuve était un nouveau clou dans le cercueil de la réputation d'Edward. Le juge, un homme sévère avec 40 ans de service, écoutait tout avec une expression grave, lançant des regards de mépris à l'accusé. Margaret Smith était également sur le banc des accusés, sa posture rigide s'effondrant à chaque nouvelle preuve présentée sur les abus psychologiques infligés à Michael. Les enregistrements audio du système d'interphone où elle tourmentait son petit-fils la nuit étaient présentés au tribunal. Ils regroupaient leurs mains sur leur bouche en horreur. L'aristocrate qui terrorisait autrefois son petit-fils semblait maintenant petit et pathétique. Le moment le plus marquant du procès fut la présentation des photos de la cellule de prison de Michael. Les fenêtres barreaux, les registres des séances de correction, les cahiers remplis de confessions forcées. Chaque preuve suscita un murmure d'indignation de l'audience. Edward gardait les yeux baissés, son arrogance finalement brisée par le poids des preuves. Lorsque la sentence fut prononcée, le silence tomba sur la salle d'audience. Edward Smith, 30 ans pour tentative de meurtre aggravé, fraude, blanchiment d'argent, abus d'enfants et racket.
Margaret, 15 ans pour complicité et torture psychologique d'un mineur. Les mots du juge résonnèrent dans la salle, les crimes commis contre une épouse et un enfant innocent sont d'autant plus odieux lorsqu'ils sont perpétrés par ceux qui devraient les protéger. Quelques jours plus tard, dans la prison de haute sécurité, la vie d'Edward changea drastiquement. Ses nouveaux codétenus, en découvrant la nature de ses crimes, le traitaient avec mépris absolu. Même dans le monde criminel, tenter de tuer sa propre femme et torturer psychologiquement son propre fils étaient considérés comme des actes impardonnables. L'homme qui dirigeait autrefois une entreprise multimillionnaire était désormais rejeté même par les autres détenus. Les visites étaient rares, seuls ses avocats venaient lui apporter plus de mauvaises nouvelles. Ses actifs étaient gelés, ses comptes offshore découverts et saisis. L'entreprise qu'il avait essayé de voler était maintenant entièrement entre les mains de Grace, et elle la gérait avec la même efficacité qu'il avait toujours sous-estimée. Son empire bâti sur des mensonges et des trahisons s'effondra complètement. Lors de longues nuits dans sa cellule, Edward était tourmenté par des souvenirs. Le visage terrifié de Michael lorsqu'il a été emmené chez Margaret, les yeux accusateurs de Grace pendant le procès, les regards de dégoût des jurés en entendant les enregistrements de ses aveux. L'homme qui pensait avoir tout planifié parfaitement faisait maintenant face aux conséquences de sa propre cruauté. Les journaux continuaient de lui consacrer de l'espace pour rapporter sa chute, de luxe à déchéance. Edward Smith faisait face au mépris, même des autres détenus. Un gros titre disait « Celui qui a toujours cultivé obsessivement son image publique est maintenant dépeint comme un monstre, un père qui a détruit sa propre famille par cupidité. » Son histoire était utilisée comme exemple de ce qui arrive lorsque le pouvoir et l'ambition corrompent complètement une personne. Pendant qu'il prenait le soleil, Edward restait isolé dans un coin de la cour, regardant les autres détenus recevoir des visites de leur famille. La solitude était sa seule compagne, maintenant accompagnée du remords tardif qui commençait à corroder son âme. L'homme qui avait tout avait perdu non seulement sa liberté et son empire, mais aussi la seule chose qui comptait vraiment, l'amour et le respect de son fils. Le déménagement à Asheville eut lieu par une matinée ensoleillée de printemps. Le camion de déménagement transportait non seulement des meubles et des cartons, mais aussi les espoirs d'un nouveau départ. Grace regardait Michael courir à travers le jardin de leur nouvelle maison, son rire, quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis des mois, résonnant dans l'air parfumé de fleurs d'oranger. La maison aux murs jaunes pâles et au jardin spacieux semblait accueillir la famille. « Maman, regarde !» cria Michael en pointant un colibri visitant les fleurs nouvellement plantées. Ses yeux brillaient d'une joie qui lui avait été volée durant le cauchemar au manoir Smith. Grace sourit en regardant son fils redécouvrir progressivement le bonheur d'être un enfant. La thérapie aidait 3 fois par semaine. Michael rencontrait un psychologue pour enfants qui l'aidait à traiter ses traumatismes. La nouvelle école de Michael s'avéra être un environnement accueillant. Les enseignants, précédemment informés de son histoire, créèrent un environnement surestimulant. Dans les premières semaines, il sursautait encore lorsque quelqu'un élevait la voix, un réflexe des traumatismes subis chez sa grand-mère, mais progressivement entouré de camarades de classe amicaux et d'éducateurs compréhensifs, il commença à s'ouvrir à nouveau. Les cours de piano, qui avaient commencé comme une tentative de thérapie, se transformèrent en une passion. Les petits doigts de Michael, autrefois forcés d'écrire d'innombrables confessions, dansaient maintenant sur les touches, créant des mélodies qui remplissaient la maison de vie. Grace le trouvait souvent en train de pratiquer même avant le petit déjeuner, sa dévotion à la musique guérissant les blessures invisibles. Le chien promis arriva un samedi après-midi, un chiot labrador que Michael nomma Luna. L'animal devint non seulement un compagnon de jeu, mais aussi un gardien du sommeil du garçon. Les rares nuits où les cauchemars le tourmentaient encore, Luna était là, offrant un réconfort inconditionnel par sa présence silencieuse. L'entreprise prospéra sous l'administration exclusive de Grace. Elle mit en place des politiques éthiques strictes, transformant l'entreprise en un modèle de responsabilité sociale. Elle travaillait principalement de chez elle, veillant à être présente pour Michael. Les repas étaient réservés pour dîner ensemble, faire les devoirs et simplement profiter de la compagnie l'un de l'autre. Le jardin prospérait sous les soins dévoués de mère et fils. Michael avait choisi chaque fleur, chaque arbuste, créant un paradis particulier qui ne ressemblait en rien aux jardins austères du manoir d'Albany. Le dimanche, il prenait le petit déjeuner sur la terrasse, entouré par le parfum des fleurs et le chant des oiseaux, construisant de nouveaux souvenirs pour remplacer les anciens. Grace observait avec fierté les changements chez son fils. La peur dans ses yeux était progressivement remplacée par la confiance, ses notes à l'école étaient excellentes et ses enseignants louaient non seulement ses performances académiques mais aussi sa gentillesse envers ses camarades.
Le traumatisme avait laissé des cicatrices mais n'avait pas détruit la douce essence de Michael. Le temps passa et la vie gagna une nouvelle routine. Les matins commençaient avec le son du piano, suivi par l'aboiement joyeux de Luna dans le jardin. Les après-midi étaient remplis d'activités scolaires, de cours de musique et de séances de thérapie qui devinrent de moins en moins fréquentes. Les nuits se terminaient par des histoires partagées et de longs câlins, de simples gestes qui réaffirmaient l'amour entre mère et fils. Asheville devint plus qu'un refuge, c'était devenu un véritable foyer. La maison jaune sur la rue tranquille se transforma en un symbole de nouveau départ, un lieu où les ombres du passé ne pouvaient pas pénétrer. Grace et Michael n'avaient pas seulement survécu au cauchemar, mais apprenaient à prospérer, construisant ensemble une vie que personne d'autre ne pourrait détruire. 6 ans passèrent dans sa cellule de prison de haute sécurité. Edward Smith avait vieilli au-delà de ses années. Ses cheveux autrefois parfaitement teints montraient des mèches grises et de profondes lignes marquaient son visage. Le journal quotidien était sa seule connexion au monde extérieur, une routine qui ressemblait plus à une forme d'autopunition qu'à de l'information. Ce matin-là, alors qu'il feuilletait les pages jaunies, ses yeux s'arrêtèrent sur un gros titre dans la section culturelle, « Jeune prodige de la musique classique pour un concert de charité à Asheville ». Le cœur d'Edward fit un bond lorsqu'il reconnut la photo. C'était Michael, maintenant âgé de 17 ans, élégamment assis au piano. Le garçon s'était transformé en un jeune homme impressionnant, ses yeux exprimant une sérénité qu'Edward n'avait jamais connue. L'article s'étendait sur toute une page. Michael Smith, 17 ans, est non seulement un pianiste talentueux mais aussi un exemple de surmonter l'adversité. Le texte indiquait, sous la direction de sa mère, Grace Smith, administratrice de l'une des plus grandes entreprises de céramique des États-Unis, le jeune musicien a transformé son histoire de traumatisme en article. Sa performance caritative recueillera des fonds pour les enfants victimes de maltraitance. Edward laissa le journal tomber dans ses genoux, ses mains tremblant. La photo montrait non seulement Michael au piano, mais aussi Grace à ses côtés, plus élégante et confiante que jamais. Le texte mentionnait le succès retentissant de l'entreprise sous son administration, désormais étendue à l'international. Une petite encadrée parlait du travail philanthropique de mère et fils, qui avait créé une fondation pour aider les familles en situation de violence domestique. Le jeune pianiste, poursuivait l'article, a récemment reçu une bourse complète pour étudier au Conservatoire national de musique. En plus de son dévouement à la musique, il maintient des notes exemplaires à l'école et participe activement à des projets sociaux. Ma musique est une façon de montrer que nous pouvons transformer la douleur en beauté, déclara Michael dans une interview exclusive. Les mots suivants frappèrent Edward comme des coups de poignard. Lorsqu'on lui a demandé au sujet de son père, actuellement incarcéré pour tentative de meurtre et autres crimes, Michael a été succinct, « J'ai appris qu'une vraie famille est celle qui nous protège et nous aime. Ma mère m'a appris que nous pouvons choisir d'être meilleurs que notre passé. » Pour la première fois depuis des années, des larmes coulaient sur le visage vieillissant d'Edward sur la photo. Le sourire de Michael était sincère, ses yeux brillant d'une joie qu'il n'avait jamais vraiment remarquée dans son obsession pour le pouvoir et l'argent. L'article se terminait en mentionnant que le jeune homme prévoyait d'étudier l'administration des affaires en parallèle de la musique, se préparant à un jour reprendre les affaires familiales. Edward plia soigneusement le journal, le gardant sous son oreiller cette nuit-là. Le silence de sa cellule semblait plus lourd que jamais. Là dehors, son fils brillait, transformant le traumatisme qu'il avait causé en quelque chose de beau et de significatif. À l'intérieur, il ne restait que l'écho de ses mauvais choix et la certitude qu'il avait perdu à jamais la chance de faire partie de cette histoire de surmonter et de succès. Dans la pénombre humide de sa cellule, Edward Smith plongea dans les profondeurs d'une solitude qu'aucun empire ni fortune ne pourrait jamais compenser. Les murs en béton gris étaient témoins silencieux de sa ruine existentielle, un miroir cruel où les éclats de son ambition débridée étaient reflétés. Chaque moment de ses jours en prison était un rituel de torture mentale. Il se souvenait des détails les plus intimes de son parcours, les réunions d'affaires où il manipulait les gens comme des pièces d'échecs, les dîners de gala où son arrogance brillait plus fort que les cristaux de baccarat, les moments où il considérait sa famille comme de simples instruments pour ses objectifs personnels. La perte de Michael le consumait d'une manière qu'aucune sentence judiciaire ne pouvait mesurer. Ce n'était pas seulement un fils qu'il avait perdu, c'était la possibilité de construire des souvenirs, d'être admiré, de ressentir la fierté paternelle qu'il savait maintenant être aussi précieuse que fragile. Il se rappelait les moments qu'il avait gâchés, la première fois que Michael a appris à marcher et qu'il était en réunion d'affaires, le premier jour d'école de son fils quand il a envoyé le chauffeur à sa place,
les innombrables fois où Michael l'appelait pour jouer et qu'il le rejetait d'un geste impatient de la main. Chaque moment non vécu était maintenant une plaie ouverte dans son âme. La musique qui échappait parfois à la radio d'un autre détenu le tourmentait. Il savait que Michael était devenu pianiste, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Lors des rares occasions où il permettait à la vulnérabilité de l'atteindre, il s'imaginait ce que ce serait d'entendre son fils jouer, de ressentir la chaleur d'une performance, d'expérimenter la fierté sincère d'un père. Sa cellule était un microcosme de son existence brisée. Les murs, autrefois décorés d'œuvres d'art coûteuses, étaient maintenant couverts d'une uniformité oppressante. Les costumes italiens avaient été remplacés par un uniforme orange décoloré, les chaussures en cuir italien par des pantoufles en caoutchouc usé. La nourriture était une insulte quotidienne à sa mémoire gastronomique. Celui qui dînait dans les meilleurs restaurants du monde, dégustait des vins rares et des plats élaborés, était maintenant nourri de repas industrialisés servis sur des plateaux en plastique. Chaque fourchette rappelait sa chute. Les autres détenus l'évitaient, non par peur mais par mépris. Les criminels qui avaient commis toutes sortes d'infractions le regardaient avec un genre de dégoût réservé à ceux qui trahissent leur propre famille. Celui qui s'était toujours senti au-dessus des autres était maintenant moins qu'un paria. Il était un symbole de trahison familiale. Ses avocats avaient abandonné sa défense, réalisant qu'il n'y avait plus de stratégie possible. Les connexions qui avaient autrefois été aussi solides que le granit se dissolvaient rapidement, se révélant aussi fragiles que du papier mouillé. Personne ne voulait être associé à l'homme qui avait tenté de tuer sa propre femme et détruit son fils. La solitude le consumait de façon qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Dans le silence de sa cellule, il entendait ses propres pensées avec une clarté effrayante. Il voyait les moments où il avait choisi l'argent plutôt que l'amour, le pouvoir plutôt que l'affection, l'ambition plutôt que la famille. Chaque décision passée était maintenant un verdict impitoyable. Il se souvenait de Michael enfant, de ses yeux brillants, de sa curiosité, de son amour inconditionnel. Comment avait-il pu transformer cet enfant innocent en un instrument dans son plan morbide ? Comment avait-il réussi à manipuler un enfant pour qu'il croie qu'il était coupable de quelque chose qu'il ne ferait jamais ? L'entreprise qu'il avait construite avec tant d'efforts, maintenant gérée par Grace, était devenue un modèle d'éthique des affaires. Chaque rapport qu'il voyait dans les journaux était un coup à son ego. La même entreprise qu'il avait prévu de détruire prospérait précisément avec les principes qu'il avait toujours méprisés. Ses nuits étaient un calvaire de remords et de regrets. Il imaginait Michael grandir, transformant la douleur en musique, en solidarité, en amour, un chemin diamétralement opposé au sien. Chaque note que son fils jouait était comme un murmure de condamnation, un rappel musical de tout ce qu'il avait perdu. La prison externe était insignifiante comparée à la prison interne qu'il s'était construite. Aucune barre de fer ne pouvait être plus restrictive que la cage de culpabilité, de remords et de solitude qu'il s'était lui-même créée avec ses choix impitoyables. Le son lointain du piano continuait de résonner, non seulement à travers les couloirs de la prison mais aussi dans le territoire infini de sa conscience brisée, une lamentation constante pour toutes les opportunités perdues, pour tout l'amour qui aurait pu exister et qui avait été brutalement extrait par sa propre cupidité,